Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un bonheur et un plaisir d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission, Le Grand Soir. Nous serons donc ensemble jusqu'à 18h52 pour échanger autour des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. La question du train de vie de l'État revient à l'ordre du jour, au regard, bien entendu, des mesures prises par le gouvernement camerounais pour élargir l'assiette fiscale et apporter des solutions au déficit financier qu'on observe au Cameroun. Alors on se demande si finalement il ne faille pas urgemment réduire le train de vie de l'État. La question est posée. On va en parler ce soir. On parlera justement d'économie de cette vie chère qui peut-être se profile à l'horizon en cette année 2024 au regard de la hausse annoncée du carburant. Non seulement des impôts qui s'augmentent et des taxes. Les Camerounais ont l'impression finalement que 2024 s'annonce une année très chère dans l'ensemble du triangle national. On va essayer également d'en parler. Et bien entendu, à l'entame de cette émission, on l'a annoncé hier, l'exode rural fait rage. Les jeunes ont déserté nos campagnes, j'allais dire nos villages, pour les grandes villes. Pourquoi et surtout comment stopper la saignée? Voilà la vitrine de cette émission. Je vous invite à vous installer confortablement le temps d'un détour. Et puis on dit bonsoir à ceux de nos panélistes déjà bien installés. Bien. Le code d'accès, vous l'avez, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp, mais également la plateforme Info TV Cameroun qui reste à votre disposition pour tous les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique dans le monde, vous avez le bonheur et l'opportunité de participer à cette émission. Une fois que je l'ai dit, je vais commencer par dire bonsoir à monsieur Eugène François Toundé, conseiller municipal dans la commune de Bangassina. Il agit bien sûr et il milite sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui va représenter sur ce plateau. Bienvenue monsieur le maire. Merci madame Rosalie et c'est un plaisir de retrouver votre plateau pour la première fois en 2024. Merci. Et je voudrais profiter pour adresser mes souhaits de bonne année à quelqu'un qui me tient à cœur, ou alors à quelques personnes qui me tiennent à cœur, notamment ma chère maman, qui est avec moi à la maison, certainement en train de me regarder, maman Emilienne, également mon épouse, qui est aussi un fidèle supporter de son mari, toujours à l'écran à me soutenir lorsque je passe pour contribuer à la construction du pays. Je voudrais leur dire... Là-bas, tu n'as pas donné le prénom. Céline Toundé, voilà. Bien évidemment. Parce que tout à l'heure, tu as dit maman Emilienne avait beaucoup de sourires. Voilà. Maintenant, elle défend madame Toundé. Céline Toundé. Dans tous les cas, c'est deux femmes. Il n'y a pas de nom dedans. C'est pas grave, c'est la maman et c'est l'épouse. Et mes enfants également, mes enfants Toundé. Et tout le peuple de Bangassina, qui est très fier de ma contribution à ce plateau et qui me demande de transmettre également à M. le directeur général de 2020 leur souhait de meilleurs vœux pour 2024. Voilà, le président directeur général, il faut apporter la précision. M. Dieudonné Yvan, qui sûrement vous remercie de là où il se trouve. Allez, le révérend Emmanuel Pakou est avec nous ce soir. Il sera une fois de plus la voix de la société civile. Nous, ce n'est pas la première en 2024, donc je vais vous dire bonsoir, révérend, et bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs qui nous font toujours cette joie de nous suivre lorsqu'il est 17h entre lundi et vendredi. Merci pour cette nouvelle invitation, la deuxième de la semaine. J'espère pouvoir apporter encore une fois de plus, comme de coutume, des avis constructifs pour notre nation et même pour... notre présence dans l'échiquier mondial. Merci d'être là. Et puis, on va également dire bonsoir à monsieur le maire Sylvestre Lebel Niek, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, qui est encore avec nous ce soir pour la première fois pour cette année 2024. C'est un bonheur de vous accueillir. Bonne heureuse année 2024. Madame Guesselet, encore en français, peut-être soit une forme d'insistance pour dire que c'est trop. Ah non, ça ne sera jamais trop. Tant mieux. Si c'est le cas, je voudrais vous dire combien je suis content de vous retrouver en 2024. Vous savez, ça fait un an. Nous sommes des instruments au service de la volonté du bon Dieu. Du moins, moi j'y crois. On n'est pas assis, on n'est pas en vie parce qu'on le mérite. C'est pas simplement par la grâce de Dieu. Je voudrais donc, pour ma part, rendre grâce au bon Dieu qui a permis que je retrouve l'année 2024 avec les mêmes gens avec qui j'ai terminé l'année.
Cela dit merci pour cette autre invitation et vivement qu'il n'y ait pas des gens ostracisés au courant de l'année. J'ai entendu qu'il y a des gens qui étaient la semaine passée, donc nous on pensait qu'il y avait des soucis. Allez-y. Bon, maintenant que nous sommes là, j'espère que l'année qui commence bien, on vous souhaite à vous et à votre équipe, notamment au sommet de laquelle se trouve Dieu de Nenven, mon cher frère et ami, nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. Voilà, le temps d'une transition et bien sûr on revient pour la suite de cette émission. Voilà toutes nos excuses pour cette longue transition qui nous permettait de tout réajuster dans ce studio. J'ose croire que vous me recevez désormais 5 sur 5 à la maison. On va donc poursuivre cette émission, bien sûr toujours attendue. Il s'est annoncé dans les couloirs d'Info Télévision Valère Bessala qui sera donc également avec nous ce soir. En attendant qu'il nous rejoigne sur ce plateau, nous on va ouvrir notre première thématique. Bien entendu, on parle de cet exode rural qu'il faille stopper peut-être au Cameroun. J'ai terminé avec vous, Monsieur le maire, donc je démarre avec vous automatiquement. On l'a constaté, beaucoup de jeunes désertent les zones reculées, les zones rurales pour les centres-villes. La raison première, la recherche d'une vie beaucoup plus confortable, même si les autorités camerounaises, notamment le chef de l'État, appellent plutôt à un retour vers les campagnes pour développer l'agriculture. On a l'impression que c'est le sens contraire qui a entrepris. Déjà, on va commencer par comprendre pourquoi le message semble ne pas passer avant de trouver les moyens de stopper cette saignée. Madame Guissele, je pense que vous faites bien de commencer par moi parce que moi, je devrais normalement être au village, dans le mien. C'est vrai que je ne suis pas dans le cadre de l'exode rural, mais si j'avais à choisir, je serais dans mon village. Maintenant, la bonne question, c'est que qu'est-ce que c'est l'exode rural? C'est le déplacement des zones rurales vers les zones urbaines pour des raisons qui ne peuvent pas être adressées. Si vous êtes affecté de Makakvare à Yaoundé, c'est normal. Mais lorsque vous venez à Yaoundé en partant de Ngibassa, sans savoir exactement ce que vous venez chercher, ça devient l'exode rural parce que c'est de la ruralité vers ce que les communes appellent aujourd'hui les villes, qui pour moi sont également des grands villages au sens de l'urbanisme. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, il ne s'agit pas de discours. En 91, lors de la tripartite, le Cameroun a choisi une forme de développement qu'on appelle la décentralisation, qui consiste à déplacer les centres de développement du centre, s'il faut l'appeler comme ça, vers les zones rurales. Ce qui consiste à créer des économies locales. Si ça avait marché, je peux vous assurer que personne ne serait ici. Mais qu'est-ce qu'il faut créer dans ces villages? Il faut faire une étude pour savoir ce qui peut être produit dans chaque village, avec qui et comment. Avec qui les jeunes sont là. Comment? C'est ça le problème. Il ne s'agit donc pas d'écouter le président de la République. Il s'agit de voir ce qui serait amené à maintenir les jeunes dans leur localité d'existence. Malheureusement, pour qu'un jeune reste au village, il faut qu'il ait... Non, pour qu'il ne vienne pas en ville, il faut qu'il ait dans son village tous les instruments de bien-être qu'il y a en ville. C'est-à-dire l'eau, l'électricité. Vous êtes sûr qu'on a tout ça en ville? Je décris d'abord ce qui devrait être. Ah d'accord. Il faut qu'il ait l'eau, l'électricité, la route et le nécessaire pour faire le travail du village. Le travail du village, généralement, c'est les entreprises agricoles qui font dans la... Mais également, il n'y a pas que ça. Si vous regardez ailleurs, on a transformé des campagnes soit en zone franche, soit en zone spécialisée. Vous entendez les cotton belt et autres. Ce n'est pas dans les villes que ça a commencé. Malheureusement, lorsqu'un village est développé, il devient une ville. En ce moment, on ne parle plus d'exode. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut équilibrer le développement économique du Cameroun, de manière que les zones économiquement retardées rattrapent les autres, de manière qu'on n'ait pas absolument envie de venir ailleurs pour ne rien faire. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas venir partir de Makapo Yaoundé, c'est venir ailleurs pour ne rien faire, alors qu'il y a à faire au village. Mais le problème également, c'est l'imagerie populaire. Même lorsque quelqu'un a ses 3 hectares, un verger de 3 hectares au village, et qu'il gagne un peu plus que le sous-préfet sur le plan des revenus, il considère le sous-préfet comme quelqu'un qui est plus grand que lui et l'envie. Parce que les valeurs au village ne sont pas que les valeurs financières. Un traumatisme culturel? Tout à fait. Il y a un traumatisme culturel qui consiste à croire que les gens qui ont le pouvoir ont par voie de conséquence tout. Et ceux qui viennent en ville viennent donc chercher
pas seulement, je peux dire, la vie. Ouais. Il se rapproche des centres d'information que sont les villes. Les centres de formation. Non, d'information. On ne reçoit pas les informations dans les zones rurales. Pas toujours. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'aurez pas la télé. Si vous n'avez pas d'électricité, vous n'aurez pas la radio. Ouais. Même si on lance le concours de la poste, vous ne serez même pas informé. Donc ceux qui viennent en ville ne viennent pas toujours pour vous encombrer. Non, ils viennent... Personne ne l'a dit, hein. C'est pas ce que j'ai dit non plus. C'est un verbe que j'ai utilisé comme ça. Prenez ça comme je le dis. Donc le problème aujourd'hui, c'est que il faut, pour empêcher les jeunes de venir en ville, il faut créer les conditions d'une vie acceptable là où ils sont. D'accord. C'est ça le problème. Révérend, au-delà des jeunes, on note également que les vieux ne sont pas en reste. Parce qu'on note que les jeunes se déplacent beaucoup, c'est vrai, mais même nos grands-parents désormais viennent s'installer en ville avec nous. On a l'impression qu'on est en train de déserter nos villages qui restent finalement à l'abandon et qu'il faille désormais créer des raisons pour pousser chacun de rentrer chez lui. Soit on accuse la sorcellerie, soit, mais toujours est-il que tout le monde veut être en ville. Les villages se vident et l'agriculture meurt puisque les terres sont finalement abandonnées et récupérées. Bon, ça c'est un autre débat quand on parlera du foncier par ceux qui ont les moyens de les récupérer. Mais aujourd'hui, vu la politique que veut développer le président de la République, il s'agit de retourner vers ces zones rurales-là pour développer l'arrière-pays. On a l'impression que ça n'intéresse personne. Tout le monde veut être au centre-ville. Oui, Rosalie, comme a commencé à si bien le dire mon grand frère et ami Sylvestre, il ne s'agit pas de discours, mais il s'agit d'action. Parce que nous qui sommes des enfants nés en ville, contrairement certainement lui qui a commencé au village avant d'être en ville, moi je suis né en ville. Qui aime même toujours son village. Qui aime beaucoup d'ailleurs. Et qui n'a aucune envie de rester à Yaoundé. Moi je suis né en ville. Et notre grand-mère, pour ne pas dire papa, parce que qui le veut ou pas, grand-mère était là. Grand-mère venait le lendemain, si sinon le soir du départ en congé. C'est-à-dire que dès qu'on disait que départ en congé, vous rentrez à la maison, le soir vous trouvez grand-mère. Qui rentre avec vous? Elle est venue vous chercher. Elle est venue vous chercher. Donc le lendemain, premier jour de congé, au village. Et on allait au village et ça nous permettait de connaître le village, de nous accoutumer, de découvrir l'activité villageoise, de faire les chants et tout. Peut-être c'était aussi une préparation pour demain. Comme notre papa, le chef de l'État, l'a dit, si le bruit du bic, de la feuille du bic te dérange, le bruit de la matière ne te dérangera pas. Bon, peut-être c'était une façon de nous préparer aussi pour être prêts à tout faire. Mais en réalité, une fois de plus, est-ce qu'il s'agit uniquement de ça? Non. Les enfants de ceux qui ont toujours résidé au village ont fini par migrer aussi vers la ville, dans la recherche du bien-être, dans la recherche du confort, dans la recherche des commodités, dans la recherche de l'information, comme l'a décrit Sylvestre Niek. Et les parents se retrouvent finalement seuls. La force ouvrière aussi finit par vieillir. La force de la capacité de travail finit par s'affaiblir. Et à un moment donné, on a besoin d'un souffle nouveau, on a besoin de passer le témoin, on a besoin de se réformer et tout. Et tous leur espoir, ayant quitté également la localité où ils sont pour se déporter ailleurs, ils finissent par rester avec qui? Et lorsqu'ils commencent à devenir donc fatigués, et quand on dit fatigués, on sait que les maladies qui s'y amènent et tout, ils sont obligés également de recourir vers ce coin où ils sont supposés avoir le réconfort de leurs enfants, la chaleur de leurs enfants, le bon traitement, et le village se dépeuple. Maintenant, comment faire pour ramener les gens au village? Ça sera peut-être la deuxième interrogation, mais le véritable problème, c'est déjà celui-là. On n'a pas su continuer à occuper ceux qui étaient au village, à continuer à leur donner le désir et la joie d'être là où ils sont. Et à un moment donné, tout le monde a pensé que non, le meilleur est ailleurs. Autant ceux qui sont nés en ville comme nous autres, nous avons connu cette histoire où le rêve de tous nos frères de la même génération était de sortir de cette ville, pour ne pas dire sortir du pays, pour partir. Et ce rêve ne s'est pas estompé. Les autres migratoires vers l'ailleurs, hors continent, qui est toujours dans notre imaginaire comme l'Eldorado demeure. Et ça continue à se perpétrer. Donc c'est un problème de fond qu'il faut étudier, chercher les voies et moyens de le renverser. Et c'est justement ça notre question ce soir. Qu'est-ce que vous suggérez donc comme voies et moyens pour inverser la tendance? C'est-à-dire que tout ce monde ait envie de retourner au village et pour ceux qui y sont, de ne pas sortir du tout.
peut-être venir se balader. On ne va pas dire ne pas sortir pour dire qu'ils n'ont pas le droit de venir en ville, mais que la résidence principale soit au village. Okay. Rosalie, lorsqu'on a commencé à installer les établissements secondaires, on a commencé par le primaire, ensuite on est passé par l'établissement secondaire, l'enseignement secondaire dans nos villages. On a aussi, ipso facto, commencé à inculquer à ceux qui allaient à ces écoles-là le lendemain qui était la bureaucratie, qui était le commis d'État, qui était... Et du coup, ces endroits qui étaient supposés faire une production vivrière, une production agricole, une production de pâturage et tout, des enfants qui y étaient et qui ont commencé à aller à l'école dite blanche, parce qu'on appelait ça l'école des Blancs, qui ont commencé à y aller, ont commencé aussi par l'éducation qu'ils recevaient là-bas, par la formation qu'ils recevaient là-bas, on a commencé à les détacher sans le savoir ou bien sans le vouloir de leur milieu de vie et de ce qu'ils savaient faire jusqu'ici. Donc un questionnement logique pourrait être celui-là de dire, ok, on a multiplié ces écoles-là qui nous enseignaient tous à devenir des clercs. Et au finish, on a fini par tous faire j'ai l'honneur de bien vouloir demander tout ça. Et on se retrouve là à dire qu'il n'y a pas d'emploi parce qu'on veut tous aller s'asseoir quelque part dans un bureau, tenir une feuille et un bic et écrire. Pourquoi ne pas donc penser à l'inverse aujourd'hui? Nous voulons rentrer à l'agriculture. On continue à créer des établissements qui ne forment pas du personnel agricole, mais qui forment toujours ceux qui tiennent le bic et le papier. Il faut fermer le personnel agricole. Ça veut dire qu'il faut faire l'inverse aujourd'hui. C'est un champ que j'ouvre. Faire l'inverse et aller dans ces lieux de production, créer des écoles. On a commencé par le lycée agraire, Yabassi et autres. Bon, c'est peut-être un jeu de pierre, peut-être un test, mais il faut multiplier. Il faut créer ça et ramener maintenant les enfants à cette école pour leur donner les éléments nécessaires de production. Il y a combien d'élèves dans l'établissement de Yabassi? Oui. Parce que moi, j'ai fouiné un peu, parce que personne n'y est intéressé. Voilà une école qui est quasiment vide. Qu'est-ce qu'on fait pour y intéresser les jeunes? C'est pourquoi je posais la question. Mais il faut créer ces éléments qui puissent les inciter. Sylvestre a dit tout à l'heure que la quête de l'information. Tout le monde veut avoir un grand de télévision, tout le monde veut avoir des lieux de loisirs, tout le monde veut avoir... Il faut les créer au village. Il faut la lumière au village. Il faut la lumière. Là, on n'a pas la lumière. Il faut la lumière, il faut de l'eau, il faut des routes. Il faut créer une condition de vie qui commence à inciter même ceux qui sont nés en ville à aller de ce côté. Parce qu'ils se rendent compte que de ce côté c'est ouvert, de ce côté l'air est frais, de ce côté c'est agréable, de ce côté je peux prendre mes 2-3 hectares de production d'ananas et vivre avec, ainsi de suite. Il faut créer cette incitation. Tant qu'on ne crée pas cette incitation, on va bavarder, on va faire des discours, et puis la solution il n'y aura pas, et on va continuer à s'enfoncer. Donc il faut mettre des actions qui donnent envie aux gens de rentrer au village. Et pour ceux qui y sont, d'y demeurer. Lorsque j'écoute Sylvestre Lebel, Niek et le révérend, j'ai l'impression en fait qu'il n'y a rien à faire. L'électricité qu'il faille envoyer au village, on n'en a même pas en ville en quantité suffisante, puisqu'on dort dans le noir avec des moustiques qui nous disent bonjour à longueur de nuit. L'eau, c'est une autre paire de manches. Les routes, c'est la catastrophe. J'essaye de faire le bilan de ce qu'il faut pour stimuler ceux qui sont au village à rester sur place. Il faut les routes pour qu'ils puissent naviguer, transporter les produits de leur dur labeur. Il faut l'électricité pour qu'ils aient moyen de s'offrir un grand écran et s'installer au village avec l'air pur et vivre confortablement, sans venir voir l'air pollué qu'il y a en ville. Il faut de l'eau, parce qu'une fois qu'on a vendu le cacao, on a suffisamment d'argent pour avoir de l'eau potable chez soi. Et on peut tirer l'eau, on peut faire un fourrage, il faut la possibilité. Maintenant que ça semble une utopie au Cameroun, tous ces éléments-là, ça veut dire que la saignée va être progressiste, ou bien vous pensez qu'il y a un autre moyen de stopper tout ça? Madame Rosalie, je pense que il n'y a pas une question de faire stopper la saignée. Parce que de mon point de vue, il n'y a même pas une situation assez alarmante. L'exode rural est un concept qui, de mon point de vue, doit être revu. Je sais qu'à l'école primaire ou au collège, on nous a appris que l'exode rural, c'est le fait que les jeunes abandonnent les villages et tout, et tout. Mais cette réalité, elle a évolué. Je crois que le fait d'aller en ville de nos jours s'impose, devient une nécessité.
On ne peut pas naître dans un village et ne vivre que dans son village. Ne serait-ce que pour des raisons qui ont été évoquées par le maire Niek. Les besoins d'information, les besoins d'épanouissement, les besoins de la plupart de nos jeunes fréquentent. Et le processus voudrait que on n'a pas tout dans les villages. Lorsqu'on entre à l'école primaire, et le gouvernement l'a fait, en créant des écoles primaires et secondaires dans les villages, parce que chaque ville au Cameroun a au moins un commencement secondaire. Lorsqu'on a fini avec ce cycle secondaire, on doit aller à l'université. Et pour le moment, elle se trouve dans les grandes villes, dans les régions. Donc c'est d'abord un fait naturel que les jeunes qui fréquentent vont se retrouver en ville. Donc pour moi, la question de l'exode rural, elle est à relativiser, parce que le contexte a évolué. Ce n'est pas le contexte de l'époque où les jeunes restaient au village à ne rien faire. Pour le moment, ils sont scolarisés. La majorité est scolarisée. Forcément donc, ne serait-ce que pour des raisons scolaires, les jeunes partiront du village. Maintenant, lorsqu'on a fini de se former en ville, c'est ça le problème. Faut-il rester en ville parce que la ville est plaisante? C'est là la question. Que faisons-nous de nos jeunes qui sont formés, nés en ville ou au village? Le problème est le même. On parle parce qu'on est né en ville, qu'on va s'y maintenir, alors qu'on n'a rien à faire, alors qu'on ne trouve pas de l'emploi, et que dans les campagnes, il y a des moyens qui permettent de se mettre à l'aise. Maintenant, vous avez également dit la difficulté. Pas chez vous, des gens qui quittent le village pour rien, pour venir squatter en ville. Vous avez l'impression que tous ces jeunes qui quittent le village pour venir fréquenter en ville. Avec un objectif. Je vous ai dit que même pour des besoins d'épanouissement moral, je ne saurais encore. C'est un objectif. Évidemment. On ne peut pas. Les charges dans les maisons en ville. Pas les charges. Parce que tu veux un épanouissement moral, tu t'épanouis avec la vie. Nous avons des cas. Même votre papa ne vous acceptera pas de naître chez lui à la maison et que vos 20 ans vous touchez la maison sans aller voir ailleurs. C'est un besoin naturel. Lorsque vous êtes ailleurs, veut dire en ville. Ça participe de la formation de l'éducation. Vous comprenez un peu? Un jeune qui n'est pas allé faire un tour au village ne peut pas mieux s'exprimer. Donc le problème, c'est de ne pas venir s'éterniser. Et il faut comprendre que les eaux du rural en soi est une nécessité à une période de la vie. Chez moi, dans mon village, celui qui n'a pas mis ses pères à Yaoundé ne peut pas parler là où il y a les autres. Il faut bien qu'un jour qu'il puisse vous dire que j'étais étourdi. Ah oui, ce sont des réalités. Donc, s'il n'a jamais mis... Ce n'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Il ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelqu'un qui ne connaît que son village. Il faut bien qu'il soit sorti un jour et qu'il ait de la vision. La ville donne la vision. La ville émancipe. La ville ouvre l'esprit. Là, il y a ce besoin d'abord de venir en ville pour comprendre comment... À votre avis, pourquoi la ville... Parce que la ville a toutes ces structures dont on a cité. C'est justement pourquoi M. Niek disait que si on met toutes ces structures dans nos campagnes, il n'y aura pas de raison que... C'est donc la raison pour laquelle le travail à faire pour stopper la saignée, s'il y en a, c'est de développer oui, c'est la démarche. Mais au départ, il ne faut pas condamner ces jeunes qui veulent venir voir en ville. Parce que c'est nécessaire. C'est même vital. C'est même vital à un moment qu'il faut venir s'informer, découvrir la ville, même si on doit repartir au village. D'ailleurs, la plupart de nos parents, c'est ce qu'ils ont fait. Pendant leur jeunesse, ils sont venus en ville. Et après, ils sont repartis au village pour démarrer leur vie active. Quelle année? Nous sommes là dans les années 60-70. Et en 2024, on vit encore comme dans les années 70. Moi, j'ai dit que la plupart... Faire l'exode rural pour aller voir l'électricité en ville et revenir au village. La solution est de voir comment développer les zones rurales. Non pas pour maintenir les gens, pour qu'ils ne quittent pas, mais pour qu'ils aient des activités qui permettent de s'occuper. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de ne jamais vivre à Yaoundé. C'est la capitale du pays. Maintenant, on peut avoir ces activités dans une zone rurale et résider à Yaoundé. Le problème n'est pas de maintenir les gens à un point précis. Le problème est que les jeunes soient occupés. Et pour ne rien vous cacher, moi je suis du Bas-Mekim. La plupart des agriculteurs du Bas-Mekim sortent de Yaoundé. Tous quittent Yaoundé vendredi pour ne rentrer que dimanche. Ils vont dans leur plantation. Et ce sont des jeunes. Donc, le problème n'est pas parce qu'on est en ville qu'on ne peut pas investir au village. Maintenant, c'est parce qu'on doit investir au village qu'on est contraint à demeurer au village. D'ailleurs, les planteurs du Bas-Mekim, pour la plupart, inscrivent déjà les enfants dans les activités scolaires à Yaoundé, alors qu'eux-mêmes vivent dans les villages. Parce qu'ils veulent aussi que leurs enfants aient les mêmes chances d'éducation, d'encadrement. Mais l'idéal serait que, pour ne pas engorger totalement la capitale ou les grandes métropoles,
que nous ayons toutes ces infrastructures dans les zones rurales. Mais dans la perspective de permettre aux gens d'avoir accès à l'électricité, qui permet l'accès à l'information, qui permet l'accès à la production, parce que lorsqu'on n'a pas ce minimum, lorsque la route ne vous permet pas de pouvoir sortir, aller et venir, vous comprenez qu'à un moment, il faudra faire un choix entre rester une fois en ville pendant un temps ou alors rester définitivement au village pendant un temps également. Vous vouliez réagir, Madame Gesselé, je suis très embêté parce qu'on a un problème. Les Français disent la connaissance des termes amène à la connaissance des choses. Ouais. Ce n'est pas un homme qui part de Makak pour Yaoundé qui est en exode rural. C'est celui qui part de Makak pour venir à Yaoundé pour rien. Ouais. Même si on affecte les élèves de Makak pour l'université, ils ne sont pas en exode rural. Jamais. C'est ça la difficulté. Le déplacement entre la ville et le village est normal. Mais l'exode n'intervient que lorsque vous partez de votre village pour venir à Yaoundé, pour ne rien faire. Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est le banditisme, c'est l'insécurité et autres. Donc le problème ne se pose pas tel que le conseil le décrit, non. J'allais dire qu'il faut urbaniser les villages. Mais si on me dit que si on urbanise les villages, ça devient également la ville. Mais j'ai dit que l'urbanisme n'est pas nécessairement un problème de ville. La réalité aujourd'hui, c'est que il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les jeunes partent de leur village pour venir en ville et ne rien faire? C'est pour ça que je dis qu'il faut relativiser le terme. Ils sont 5. C'est-à-dire, lorsque 1000 jeunes se déplacent, d'autres pour partir du collège à l'enseignement supérieur, les autres pour venir à l'école de formation. C'est pas ça l'exode rural. C'est le fait de quitter son village, là de la malnutrition, de tout, pour venir à Yaoundé, pour ne rien faire. Il dit, tant qu'à faire, je m'en vais mourir en ville. Je vais choquer des compatriotes de notre pays pour dire, lorsque nos amis Sarakoli partent de leur pays pour venir couper les ongles, ils sont en exode rural. C'est vous qui jugez. Parce que couper les... Non, c'est vrai. Non, ils ne veulent pas faire la même chose dans leur pays, mais ils vont se déplacer pour aller ailleurs faire. C'est un problème psychologique. Donc, c'est un problème très sérieux. Et c'est pour ça que nous disons clairement, nous ne pouvons plus parler des discours. Il ne suffit pas de s'asseoir au micro pour dire aux gens, rentrez au village, non. Les gens se déplacent du village pour la ville parce qu'ils n'ont rien à faire au village, parce qu'ils n'ont même pas de vie dans leur village, quel que soit par leur niveau. Moi, je rappelle que j'ai l'avantage d'être dans une petite commune où les gens sont allés à l'école. C'est un avantage. Ceux qui sont à Makak n'étaient pas moins brillants à l'école que nous. Mais quelquefois, il est facile de rester en ville, ne rien faire, n'avoir aucune opportunité. Il dit, je m'en vais mourir dans mon village. C'est ça qui est mauvais. Parce que demander aux gens de renseigner comment aller mourir dans votre village, non. Il faut créer les conditions minimales de vie. Pas de résistance, je dis de vie. C'est-à-dire, la vie n'est pas que l'école. On va me dire qu'on a construit des écoles, mais c'est vrai. On a construit les écoles d'enseignement secondaire, c'est vrai. Parce que chez nous, on confond un bâtiment, on a écrit école à l'école. Non. L'école, ce n'est pas seulement le bâtiment. Il faut les enseigner. Dans quel village il y a vraiment l'école? Dans ce pays, il n'y en a pas. Lorsque vous êtes à Makak, 90 km de Yaoundé, vous avez un lycée qui a peut-être 60 enseignants, il y a une bonne vingtaine qui sont forcés, les autres sont recrutés sur le tas comme ça. Si vous avez une quarantaine d'écoles primaires, il y a maximum dans chaque école primaire 2 enseignants qui sont fonctionnels, les autres sont des maîtres de parents. Vous appelez ça école? Non. Il faut qu'on soit sérieux aujourd'hui. Si nous voulons éviter, parce qu'en fait, lorsque les gens sont à Yaoundé pour ne rien faire, ils commencent à être des problèmes et des charges pour leur famille de Yaoundé. Voilà. Mais ils commencent également à être des instruments de sécurité. Parce que lorsque l'on va manger 2 fois, il va vous agresser. C'est pour régler ce problème qu'on dit, il ne suffit pas de dire rentrer au village, non. Il faut créer les conditions de vie acceptables dans nos villages. Et pour le faire, il faut que, parce que pour rester au village, il faut le choisir. Et pour le choisir... Il faut être convaincu que... Non, il faut avoir la capacité de venir en ville et ne pas venir. C'est-à-dire que, lorsque vous partez de Makak, vous avez 90 km, c'est normalement... Que vous avez la possibilité de faire un choix. Un choix. Ouais. C'est-à-dire, je ne reste pas au village parce que je suis coincé, mais je choisis. D'être au village. Madame Gesselé, qu'est-ce qui empêche, par exemple, dans le plan d'industriel du Cameroun, qu'on transforme un Bankomo en siège des entreprises? Je dis n'importe quoi, changer un Bankomo pour Makak. Si MTN est installé à Makak, le facteur limitant, c'est quoi? MTN a besoin de quoi pour s'installer à Makak? Il a besoin de la route, il a besoin de l'énergie, au moins. Est-ce qu'il y en a?
Vous venez de me dire qu'elle n'a même pas à Yaoundé. Dans ces conditions, MTN s'installe, parce qu'en fait, MTN, je dis n'importe quoi, hein, ils vendent des services qui ne sont pas absolument matériels comme porte. Pour vendre la connexion, on n'a pas besoin de s'installer à Yaoundé. Mais on a besoin d'avoir des équipes qui peuvent être proches des centres de distribution. Et pour le faire, il faut des routes. Voilà le problème. Et aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes dans des villes qui sont en réalité des grands villages. Parce que si on prend les normes internationales pour l'urbanisation, Yaoundé n'est pas une ville. Je suis désolé. Douala n'est pas une ville. C'est des grands centres urbains où les villageois se retrouvent pour se bousculer un peu. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que... Non, c'est vrai. Non, nous sommes des villageois, nous nous retrouvons pour nous bousculer. Vous bousculez, vous n'avez rien à faire ici. Si Yaoundé a 4 millions d'habitants, je peux vous rassurer qu'il y a moins de 300 000 qui ont affaire à Yaoundé. Véritablement. Et quand je dis affaire, ça veut dire qu'ils participent au développement du Cameroun. Les autres sont là parce que dans une ville où tout le monde vend quelque chose, vous croyez que c'est la vie? À Yaoundé, tout le monde vend quelque chose. Finalement, qui achète? Donc le problème aujourd'hui, il faut se rasseoir. Je pense qu'on s'était assis en 91, on a choisi le Cameroun par là-bas, ça n'est pas les communes par là-bas. Ça n'a pas convaincu les gens. Comme ça ne marche pas, on dit tant qu'à faire. On est allé au village un temps, mais on revient en ville. Il faut urbaniser les villes de manière qu'il y ait des possibilités de vie partout où un Cameroun se retrouve. Dans le cas contraire, vous allez nous retrouver partout. Madame Gessele, vous n'imaginez pas que les gens aient envie de venir à Yaoundé et ne rien faire. Non, personne n'a besoin de ça. Le véritable problème, c'est qu'on a l'impression, et ce n'est qu'une impression, que c'est en partant de son village, en venant en ville, qu'on a l'eau. Vous découvrez quand vous arrivez que peut-être que vous avez la rivière chez vous, s'il n'y a même rien. Quand il y a l'électricité, il n'y a presque pas de moustiques au village. Donc il faut aujourd'hui construire déjà un narratif qui permet aux gens de comprendre qu'en réalité, nous pouvons construire nos vies au village. Et qu'est-ce qu'on entend par village? C'est juste le contraire des centres urbains. Mais si à la route, Madame Gessele, je vous ai dit, moi je prends mon cas. Le dernier endroit où j'aimerais vivre, c'est Yaoundé. Il n'y a aucune raison qu'un homme comme moi qui est à moins de 100 km de Yaoundé, si j'avais la route, je serais pas. Moi, ma fille habite Saint-Étienne en France, elle va à l'école à Lyon. Elle n'a pas de voiture. Moi, j'ai tout ça. Mais pourquoi je suis obligé de laisser à Yaoundé? Parce que si je vais à Makan en rentrant, je ne suis pas sûr d'arriver. Et du coup, on se retrouve ici en exode rural, à la recherche du bien-être, à la recherche de tout qu'on ne trouve même pas. Donc la solution, c'est quoi? C'est développer le Cameroun de façon équitable. Et lorsqu'on dit que décentralisation, ça veut dire que nous commençons le projet de développement du Cameroun par les zones rurales. Et comme le Cameroun, je finis par là, est un pays entièrement communal. Lorsque nos communes seront développées, le Cameroun sera entièrement développé. Il ne s'agit pas juste de faire la différence. Lorsque vous voyez un campus, moi je rappelle, qu'est-ce qui empêche qu'on mette un campus universitaire à soi? Pour partir de Yaoundé pour soi, l'université de Yaoundé 2, la grande université de Yaoundé 2, vous passez pratiquement 1 heure ou 1 heure et demie sur une trentaine de kilomètres. Si vous avez une route qui tient, une autoroute, je dis n'importe quoi, vous avez fait les mêmes 30 minutes pour arriver à Makak. Qu'est-ce qui empêche de désengorger Yaoundé en envoyant les centres d'intérêt dans ces zones-là? Dans ces zones-là. Voici, j'imagine que si on les envoie là-bas, on sera obligé de faire les routes pour y aller, de mettre un peu d'eau d'électricité. Mais heureusement, vous dites bien qu'il n'y en a même pas à Yaoundé. C'est un constat, c'est pas moi qui, qui le dis. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, Rosalie, j'ai juste voulu réagir en 2-3 mots sur une préoccupation, enfin un développement qui a été fait par le conseiller municipal Eugène tout à l'heure. Lorsqu'il a voulu décrire également une forme des zones rurales dans le besoin même moral. Je voulais revenir là-dessus pour dire que moi je suis né par exemple à Douala. Mais Sylvestre l'a parlé tout à l'heure. Ce que nous appelons ville aujourd'hui, c'est des villages également. Puisqu'il y a des gens qui sont nés là, et on sait que le village est ton lieu de naissance. Et je voudrais dire que, contrairement à ce qu'il a voulu développer, jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis né à Akwa, à Douala, et je ne connaissais aucun autre environnement de Douala que Akwa où je suis né. Parce que justement, j'avais tout autour de moi. J'avais tout à Akwa autour de moi dans mon village. Et je ne ressentais aucun besoin d'aller ailleurs. Même à Dédo. Pas du tout. Je ne ressentais aucun besoin d'aller ailleurs. J'avais tout sur place. Donc c'est quand j'ai commencé à avoir ces désirs que j'ai commencé à migrer vers une différence. Je me retrouve à Yaoundé aujourd'hui. Plus de 25 ans d'existence déjà dans la ville de Yaoundé par immigration professionnelle. C'est-à-dire que c'est l'emploi
qui m'amène à Yaoundé. Donc si vous n'êtes pas un exode rural, si il y avait tout... Donc s'il y avait toutes ces conditions-là également dans ces villages, ces conditions dont nous parlons là, si elles étaient dans ces villages ou bien si elles sont créées, ben, il y aura de quoi attirer, pour ne pas dire appâter, stimuler, intéresser les gens à résider dans ces endroits-là parce qu'ils ont justement ce nécessaire vital dont ils ont besoin pour se sentir à l'aise et pour être productifs là où ils sont. D'accord. Est-ce que vous vouliez rajouter? Oui, j'ai voulu quand même insister pour dire que c'est un propos qu'il faut nuancer. Parce que lorsque j'ai dit que les autres rurales, lui-même il le dit, même nos villages, ce n'est plus comme avant où il n'y avait même pas des petites infrastructures. Les communes ont été créées dans les villages. Donc, de plus en plus, les villages deviennent des milieux urbanisés. Ce n'est plus des endroits où on souhaite même qu'ils soient vides. Mais on comprend que l'attraction reste vers les grandes métropoles parce que là-bas, il y a une offre intéressante, plus attrayante que dans les zones rurales. Mon propos n'est pas de dire qu'on ne doit pas encourager à développer les zones rurales. Au contraire, je suis partant, je partage l'idée selon laquelle le gouvernement a intérêt à amener l'infrastructure nécessaire à l'épanouissement des jeunes dans les milieux ruraux. Maintenant que ce n'est pas fait, et je vais vous nuancer également, vous ne pouvez pas dire de façon péremptoire que un jeune qui quitte le village quitte parce qu'il vient seulement rester à Yaoundé. Le but est d'abord... Non, je vais rectifier. C'est parce qu'il a dit que l'expression exode rural qualifie... Je la remets même en question. Personne ne peut se déplacer sans raison. C'est parce que les autres l'ont dit que c'est vrai. Sérieux? Oui, je la remets en question. Je ne peux pas me déplacer pour rien. Que les Blancs, que les Français aient dit que les autres veulent partir d'un point pour ne pouvoir rien faire. Moi, je dis que je remets ça en question. On ne peut pas se lever. Oui, on ne peut pas se lever et aller vivre pas sans rien faire. D'accord. Mais il y a toujours une raison qui pousse quelqu'un à se déplacer. On ne se déplace pas pour rien. C'est votre conflit avec les Français. En effet, il y a toujours une raison. Je n'ai pas en ville parce que j'aimerais m'informer. Je n'ai pas en ville parce que j'aimerais apprendre un métier, même s'il doit rentrer après au village. Je n'ai pas en ville parce que je veux aller découvrir. C'est une raison. La découverte aussi fait partie de quelque chose qui est important. Moi, je remets en cause cette conception de cette division de zone rurale qui voudrait dire qu'on part en ville pour ne rien faire. Bon, c'est votre droit, vous allez livrer le combat avec les gens font même pire. Madame Gessele, on fait pire. Les gens partent du Cameroun pour aller en Europe, ne rien faire. C'est vrai, on va accueillir, si vous le permettez, Valère Bessala, sur ce plateau, bien entendu, administrateur civil, guide du parti Jouvence. Il professe cette expression guide. Bonne année, Valère, et bienvenue à la maison, parce que c'est chez vous ici, ça il faut le dire. D'ailleurs, vous avez le salut fraternel du PDG du groupe La Métis. Merci beaucoup, madame. Bonne année à vous. Heureuse année à tous mes compagnons que je rencontre aujourd'hui et surtout à mon aîné que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Monsieur Toumbe aussi, je vois son sourire en disant. Et puis aussi à mon panéliste, mon compagnoniste de droite. Je ne vais pas casser l'ambiance de l'émission. Je suis en retard et je me confesse, j'ai eu des petits soucis avec la voiture. C'est pas évident, surtout un jeudi. Donc, je suis très content de revenir dans la maison et de voir certaines figures. Ça me fait plaisir. Alors vous nous trouvez, nous sommes en train de sortir sur le premier thème de cette émission, l'exode rural. La question, elle était de comment stopper la saignée. On prend votre réaction avant de passer au prochain sujet. Bon, d'accord. Je pense que pour aller vite, peut-être prendre les causes de l'exode rural. Elles résident actuellement dans le monde moderne et le Cameroun actuel sur la malgouvernance à titre principal, sur l'absence de vision et de politique de l'arrière-pays, parce qu'en fait c'est de ça qu'il est question, sur la notion même, la pénétration de cette notion même d'équilibre de développement entre les zones périphériques et les zones centrales, c'est-à-dire dans l'esprit des concepteurs même des politiques publiques nationales. Parce que ce sont les trois principaux problèmes que pose justement l'exode rural. Voyez-vous, le Cameroun a peut-être une politique équilibrée quant à ce qui est des 10 régions du Cameroun, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas toujours, à part Yaoundé et Douala, un certain déphasage de développement des 8 autres régions. Mais il y a un problème, c'est quand on compare les centres-villes, les chefs-lieux de ces régions-là avec les zones périphériques dans chaque région, que le problème s'amorce et s'étale. Alors le véritable problème, donc, c'est ces trois éléments que je viens de citer. Alors, une fois qu'on les a posés, on se pose encore une autre question. Mais pourquoi cette situation-là? Pourquoi l'exode rural? Parce qu'en fait, la jeunesse est comme aimantée
par ce qui évolue en ville et ce qu'il n'y a pas dans les villages. Appelons ça comme ça village, mais c'est assez péjoratif. La jeunesse est assez aimantée par le goût du modernisme qui en fait se retrouve pratiquement dans les villes mais ne se retrouve pas dans les villages. La jeunesse est surtout aimantée par la présence en ville de ce qu'il n'y a pas dans les villages, parce qu'en fait les routes qui partent des villes s'arrêtent quelque part au milieu entre la ville et la périphérie, ça devient un problème. Il faut aussi savoir que la santé, en fait, qui est supposée partir de la ville pour les zones rurales n'y arrive pas parce qu'en fait, il manque de plateaux techniques. Alors, un enfant qui vient se faire soigner en ville et qui a vu tout ce qui est en ville a du mal à retourner au village par crainte qu'il ne tombe à nouveau malade et ne décède là-bas. C'est ça le véritable souci. La même chose avec les écoles. Quand vous parlez des enseignants, on a le mouvement OTS. Quel type d'enseignants on envoie dans les zones rurales? Parce qu'il faut aussi poser ce genre de problème. C'est une cause d'exode rural. C'est-à-dire qu'aucun fonctionnaire enseignant aujourd'hui, du moins très peu, ils sont très peu, à part les sacrifiés, veut travailler dans les zones périphériques. Tout le monde veut travailler en ville. Quelqu'un est sorti de l'école normale hier, la première chose qu'il demande à son oncle, c'est de le placer dans un ministère et ne pas enseigner, ne pas aller à la craie. À la fin, on se retrouve dans la périphérie avec soit des enseignants qui n'ont personne pour les garder en ville et donc ils vont pas en dépit et donc ils ne font pas leur travail, soit alors des enseignants qui sont simplement parce qu'ils ne veulent pas faire grand-chose et faire tranquillement leur business, parce qu'en fait, il y en a qui sont supposés être en poste dans les périphéries, mais par la complicité de leur patron, travaillent dans les villes à faire autre chose et partagent leur salaire avec leur hiérarchie. Vous voyez, donc ça fait qu'ils sont formés au rabais. Cela va, il y va aussi du personnel sanitaire, la même chose. C'est autant de choses donc qui insécurisent ceux qui vivent dans les villages et qui leur donnent l'impression en fait qu'on est mieux qu'en ville. En plus de cela, il faut ajouter le défi télécommunicationnel qui existe parce qu'en fait, le monde aujourd'hui, le monde des télécommunications, si un enfant, par exemple, est habitué à son petit téléphone Android et qu'il manque constamment de connexion, vous pensez qu'il sera content de rester au village? Si un enfant a son téléphone Android qui lui permet de communiquer avec je ne sais pas qui, des parents, des amis en ville ou bien peut-être à l'extérieur du Cameroun et qu'il ne peut pas toujours les avoir. Pour les avoir, il faut aller sur la colline dans la brousse pour avoir le réseau. Alors, il sera tenté d'aller habiter en ville où il peut communiquer tranquillement et avoir tout ce qu'il veut. Vous voyez, donc ce sont autant de causes qui font que aujourd'hui on peut parler d'exode rural, mais à tort, parce qu'en fait, les villages, et je sors par là, la périphérie est en fait le poumon même du Cameroun. Voyez-vous, le président Ahidjo avait une politique formidable. On avait par exemple créé la Midévive, la mission de développement des produits vivriers, ainsi de suite. C'était justement dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'il avait décidé de créer en zone périphérique des niches de production agricole qui permettraient à nos frères et sœurs qui vivent dans les villages de produire dans les villages afin de pouvoir alimenter les villes. Et on avait même une politique de ceinture verte autour de chaque région. C'est-à-dire que les régions, par exemple, comme à l'ouest, où on a la culture de la tomate, vous voyez, par exemple, les gens pensent peut-être pas maintenant de la SCAN, la société de la SCAN, qui a été créée. Aujourd'hui, sur le Noun est numéro 1 dans la production de la tomate, c'était justement dans cet esprit-là du président Ahidjo. Le blé, la même chose quand on avait décidé de créer, il avait décidé de créer cela dans la zone de la Damawa et aussi un peu dans le nord-ouest. Le riz aussi dans les zones de Ndop et compagnie. Donc c'était dans ce sens-là justement qu'il avait décidé de créer une ceinture verte afin d'amortir justement les zones rurales, c'est-à-dire d'employer ceux qui sont dans les zones périphériques afin d'empêcher qu'ils vident les villages où normalement on est censé instiller la production et d'alimenter les grandes villes pour que les jeunes ne traversent pas. Donc voilà les grandes politiques. C'est pour ça que je dis que la faute principale, il y a ceux qui nous dirigent et qui manquent de politique sur l'utilisation de la périphérie aux fins de bonne gouvernance et surtout de développement du pays dans les jours qui viennent et les années qui arrivent. Et tant qu'ils ne le feront pas, on n'est pas sorti de l'auberge apparemment. On fait parler quelques téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, l'exode rural est dû à l'abandon de l'élite vis-à-vis des jeunes. Cela est vu comme une rupture entre les gouvernants et les gouvernés. Voyez-vous, quand une élite locale qui arrache des terrains aux jeunes, rappelez-vous à l'époque des plans quinquennaux où l'élite était appelée à apporter le développement urbain au village. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Les élites vivent à leur tour, donc du coup les jeunes sont désespérés vis-à-vis de la mentalité de nos élites actuelles. C'est le fiscaliste comptable Vincent Ateba qui nous écrit depuis une vanne à Yaoundé. Bonsoir, j'ai ma cousine qui pleurait tout le temps quand son oncle venait au village. Elle voulait venir à Douala. Le jour où elle est arrivée à Douala chez son oncle, cette nuit, elle n'a pas dormi. Une semaine après, elle m'a dit que même leur maison au village est en dur.
alors que la maison de son oncle est en planche et elle doit dormir sur un matelas alors qu'au village, elle a la chambre et son lit. Bonsoir Madame Rosalie, toujours resplendissante dans vos tuniques. La saignée de l'exode rural ne s'estompera pas aussi longtemps que nos villages seront sous-développés. Ce fléau se justifie à raison par la recherche du bien-être social, intellectuel et culturel. Bonne année à vous et à votre panel. Landry Paolo depuis l'arrondissement de Lokundie par Kribi. La terre ne trompe pas, mais le RDPC a réussi l'exploit de tromper la terre. Les conditions et environnements favorables à l'épanouissement sont inexistants. L'eau, l'électricité, les routes. Au Cameroun, sur 14 000 localités, 7 000 n'ont jamais eu de courant et d'eau. Depuis que Dieu a créé la terre, le mariage est difficile, les jeunes femmes ne supportent pas la brousse, pas de réseaux, hôpitaux, écoles, et tout cela est fait à dessein pour que les voleurs du gouvernement viennent s'accaparer des terres. C'est Gérard Nga qui nous écrit ce soir. Bonsoir, monsieur le maire ne donne pas la bonne définition de l'exode rural. C'est le déplacement massif d'une population de la zone rurale vers la zone urbaine pour la recherche de l'emploi ou du bien-être. C'est Édouard de Simbok qui donne la définition. Bonsoir, Madame Gesseler. L'exode est la conséquence de la malgouvernance. Posons-nous les bonnes questions. Les villageois sont un moyen pour les politiciens de frauder les élections. Les gouvernants n'aiment pas voir les jeunes en ville car ceux qui sont en ville sont éclairés et diminuent la possibilité pour les politiques de hausser le nombre d'habitants des villages. Je suis d'accord avec le maire de Mbangassina. L'exode rural est mal conçu dans sa définition par les citadins qui croient avoir plus de droits des villes que les habitants des villages et ne s'en plaignent que lorsque les villageois ont développé la ville qui hier était un village. Donc c'est les villageois qui développent alors. Bonsoir Rosalie, bonsoir ma fille, bonsoir le grand soir, contente de vous retrouver enfin. Sur l'exode rural, on disait dans notre jeunesse, dans nos jeux d'enfants, qu'un villageois est quelqu'un qui vit dans la joie. Mais aujourd'hui, qui vit même encore dans la joie avec tous les problèmes de vie chère qui étouffent les populations des villes et des villages. Bonne Cano, Info TV, mes salutations à toute la maison et particulièrement au PN20. C'est Odile Yogo qui nous écrit ce soir. On va quitter un tout petit peu le pays. C'est vrai que l'opus 213, je ne sais pas trop, l'Algérie je crois, opus 213, c'est l'Algérie. Bonsoir Rosalie à tout le panel. Valère Bessala ne vieillit jamais, il rajeunit toujours. C'est quoi son secret? Bonsoir à tout le panel. Merci pour l'émission. Bon, son problème c'était de saluer Valère et de dire qu'il rajeunit, il ne vieillit pas. Bonsoir Rosalie à tout ton panel, particulièrement au guide. Bravo grande dame. On veut savoir où il était passé. Jean Akak. Bonsoir madame, l'exode des populations rurales se justifie depuis l'arrêt des mesures incitatives, subventions, aux entreprises qui s'installent à l'arrière-pays. Je connais un projet qui prévoyait de recruter 150 salariés qui avait engagé 40 emplois au début des constructions, mais l'entreprise avait fermé, faute d'accompagnement. C'est tout cela qui dérange. Je vais essayer de ne pas prendre encore plus de personnes. 240. Bonsoir, on va en Guinée équatoriale. Bonsoir, Madame Rosalie, à ton panel. Courage à vos efforts pour édifier le peuple. Pour le sujet du soir, Madame Rosalie, l'exode rural est devenu une mode obligatoire à cause de l'abandon de certaines localités. Convenons que lorsque les points préliminaires sont négligés, comme les routes, les centres de santé, les écoles, l'électricité, pour ne citer que cela, que faire? Libaski, depuis la Guinée équatoriale. Autre réaction, bonsoir Madame Rosalie, d'abord bonsoir à vous et au panel. Après avoir suivi Monsieur Toundé, je me demande quelle est cette inspiration qui nous donne la ville aujourd'hui en 2024, une ville de saleté partout, pas d'eau ni énergie. Quel genre d'inspiration vraiment? L'impression de souffrance, quelle est cette sorcellerie? Les villes sont décrites là d'abord, sont devenues des villages, qu'on décrit là d'abord, sont devenus des villages. Il n'y a pas de village au pays maintenant, il n'y a que des villages, donc il n'y a plus de villes. Bien que nous ayons le cerveau bien éveillé comme M. Valère Bessala pour nous équilibrer contre cette manière de penser, c'est Blondel qui nous écrit depuis les États-Unis. Bonsoir le plateau et bonne année. Le discours du président
Bia n'a aucune chance d'être respectée par la jeunesse. Une jeunesse à la recherche de bien-être, c'est facile de demander aux enfants des autres de rentrer au village, mourir dans la précarité, dans une pauvreté insupportable, sans électricité, sans eau. Le président Ahidjo avait, dans sa politique de développement du Cameroun, initié le commissariat agricole dans les départements. Cela a permis le développement des villes comme Bertoua et Ngaoundéré. Tant qu'on ne pense pas à assainir nos villes, et campagne en appliquant une vraie décentralisation, nos 2 grandes villes seront saturées. El Hadj Maïriga Ibrahim. Bonsoir. Demandons aux militants du RDPC l'état de la route de Mbagassine en Tui. La honte. Il n'y a que Dieu pour nous sauver dans ce pays. Onana depuis une Tui. Bonsoir Madame Rosalie. Je suis fière d'être étonnée. Peu d'exode rural dans la Léquier, surtout le village Lepepomo. Tout aux fonctionnaires de mon État à sa création d'un champ et d'arachide. Comment posséder 3 week-ends sans partir dans son village? Combien de fois pour y résider? Ok. Monsieur du RDP se développe très bien. À mon avis, l'exode rural, il n'est plus raisonnable et ce qu'il explique est plus clair. Bonsoir Tata Rosalie et à ton panel. Vraiment, si on suspend l'exode rural aujourd'hui, c'est que je suis foutu. Particulièrement mon cas, j'ai été à l'école niveau primaire, français nul, épanouissement nul. Mais depuis que je suis arrivé à Yaoundé, je me suis marié, je paie la pension de mes petits frères, mais pas encore de concours, c'est ce qui me reste à faire. Joseph depuis Nkwaban. Je n'ai pas envie de vous demander avec quoi vous payez la pension de vos petits frères en ville, puisque vous-même vous dites que vous n'avez pas encore le boulot. Vous payez avec quoi? Bon, c'est un autre débat. Merci d'être content d'être en ville sans avoir d'occupation. Hein. Nous, on va poursuivre cette émission. On va parler justement de notre deuxième thématique de ce soir. On parle de carburant, on parle d'impôts, on parle des taxes et on questionne finalement, révérend, l'année 2024 au Cameroun parlant de cherté. Est-ce qu'au regard de tout ce qui profite, on a tous lu la loi de finances 2024 qui nous annonce l'élargissement de l'assiette fiscale à un niveau incroyable. Le président, dans son discours de fin d'année, a annoncé une hausse de carburant. Ça veut dire que ça va être une évidence dans les mois à venir. À quoi peut s'atteindre le Camerounais en 2024? Rosalie, une fois de plus, il y a davantage lieu de s'inquiéter, de s'interroger. Parce que, en plus du carburant qui a déjà été acté, vu l'annonce du chef de l'État lui-même, nous avons également, entre lignes, lu une prochaine baisse des salaires. Pour les salariés que nous sommes. Baisse de salaire, pourquoi? Oui, je suis émerveillé par ta réaction, Rosalie. Baisse de salaire, pourquoi? Je m'inquiète. Baisse de salaire, pourquoi? Parce que quand on regarde l'imposition du revenu de la personne physique dans le revenu du salarié, quand on regarde comment est-ce qu'on va maintenant tasser l'IRPP, on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'une baisse du revenu. C'est pourquoi j'appelle baisse de salaire, arrêter baisse de revenu, parce que le travailleur va continuer à avoir le même salaire que lui est payé, mais le net qu'il va percevoir ne sera plus le même, parce que la taxation de l'IRPP a changé, puisque cette nouvelle loi prévoit désormais de ne plus mettre de côté certains avantages, dits avantages en nature, il faut désormais les évaluer. Pour pouvoir les taxer à la valeur réelle de ce qu'ils représentent. Et lorsqu'on regarde ces avantages, des avantages en nature qui, pour certains, sont représentés par des indemnités compensatrices, il va falloir taxer tout ça, logement, ceux qui ont des domestiques, ceux à qui on donne une participation à l'eau, à l'électricité, tout ce qu'il y a comme avantage en nature, il va falloir taxer cela. Or, quand on faisait la tarification, la taxation sur le revenu de la personne physique, du salarié, donc, et il y avait certains éléments de son salaire qui n'étaient pas taxables ou bien qui n'étaient pas taxables à plein pot. Ouais. Donc aujourd'hui, s'il faut faire cela, naturellement, nous qui sommes salariés, nous devons nous craindre déjà d'avoir un net à percevoir qui va diminuer. Ouais. Donc, si ça diminue notre pouvoir d'achat. Donc ça nous amène encore à beaucoup plus de difficultés d'existence et de vie pour ne pas de suivi. Parce que lorsque le carburant va augmenter de l'autre côté, nous savons déjà ce qui va arriver comme inflation au niveau du marché, des besoins et tout ça, même au niveau du coût de transport et de suite. Or, le salaire, lui, ne changeant pas, mais diminuant dans ce que nous allons percevoir après la nouvelle taxation, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a beaucoup d'éléments comme ça de ce genre qui nous amènent à nous demander comment est-ce qu'on va passer 2024.
est-ce que ceux qui ont proposé cette loi pour qu'elle arrive finalement à être adoptée et promulguée ont véritablement pensé aux pauvres citoyens que nous sommes, qui sont déjà plus ou moins étouffés par tout ce que nous avons l'habitude de citer ici et que nous cesserons de ressasser. On en parlait encore tout à l'heure là. Nous avons déjà du mal à vivre la moindre petite aisance telle qu'elle est pensée. Nous avons même du mal à avoir du travail décent. Alors s'il faut maintenant aller dans cette petite quantité, le qu'on s'attend à ce qu'on revalorise nos salaires. Bon, c'est vrai qu'on sort du SMIC qui a été révalisé à 60 000, mais qui n'est pas toujours suffisant. Au lieu qu'on s'attend à mieux, on va devoir plutôt subir encore une régression. Ça nous pose beaucoup de problèmes. Je ne vais pas bien sûr. Je vous invitais même déjà à vous arrêter et passer la parole à M. Toundé, qui semble très impatient. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous inquiète? Bon, ce qu'il a dit qu'il m'inquiète, je ne voudrais pas commencer par là, mais parce que j'ai vu votre réaction, au fur et à mesure qu'il parlait, on avait l'impression que vous aviez un souci. Il a dit deux choses que je ne partage pas entièrement. Je ne partage pas entièrement, je voudrais relativiser un peu. D'abord, il a dit que... Ah oui, parce que le Camerounais est déjà habitué à grammatiser les choses au point où tout est devenu noir, il n'y a plus rien qui se fait de bien. Et je pense qu'il a dit d'abord que le carburant va augmenter. Moi, je ne sais pas qui a dit. J'entends ça, tout le monde le dit, dans les radios, dans les télés. Vous ne savez pas qui a dit? Non. Vous avez écouté le discours du chef de l'État? Ce discours que moi j'ai écouté ne dit pas que le carburant va augmenter. D'accord, qu'est-ce qu'il a dit? Le chef de l'État a dit que des efforts ont été faits qui ont permis de réduire la dette qui était à 1000 milliards. Les efforts qui ont été faits ont permis de réduire la dette de 1000 milliards pour passer à 140 milliards. Il a dit qu'on doit poursuivre des efforts pour que cette dette diminue. Alors, je ne sais pas si le DIE veut dire que le carburant va augmenter. Ça, c'est la première des choses. Tout le monde conclut que le carburant va augmenter. Moi, j'attends de voir pourquoi comment le carburant va augmenter. Dit qu'on doit continuer. Parce qu'en fait, ce que moi j'ai compris, je peux me tromper, n'est pas que le carburant va augmenter. Il a dit que les taxes que l'État aurait dû collecter et même le relèvement du prix qui a été fait a permis de pouvoir diminuer la dette de 1000 milliards à 140 milliards, que ces efforts doivent se poursuivre. Mais on tiendra compte que ne soit pas asphyxié. Je ne sais pas si cette phrase veut dire qu'on va augmenter le prix du carburant. Ça, c'est la première des choses qu'il a eu à dire. Et voilà ma compréhension. C'est autre chose. Il dit que l'IAPP ou alors la nouvelle mesure fiscale va, n'est-ce pas, contribuer à réduire les salaires, tout au moins dans la collecte qui sera faite. Moi, je crois que c'est tout simplement ce que nous devons expliquer aux gens. En réalité, il n'y a pas eu une nouvelle mesure à ce niveau. Quand on parle d'élargir l'assiette fiscale, ce n'est pas qu'on a augmenté forcément les charges. Ces mesures existaient déjà depuis, mais étaient mal collectées. On trouve donc un mécanisme de mieux amener les gens à payer. Le paiement des revenus ne date pas de la loi de 2023. Tous ceux qui participent dans les comités, dans les groupes de travail, les comités de réunion, savent qu'en dehors de leur salaire, il y a 11% qui sont retenus chaque fois qu'on a participé à un travail. Chaque fois qu'on a eu un revenu de plus de 50 000 francs, on est retenu de 11%. Mais beaucoup de gens échappaient à cette mesure. Il se trouve donc qu'à travers le lancement de l'assiette fiscale qui est visé, on va davantage collecter ce que l'État n'arrive pas à collecter à travers la réforme qui a été pensée dans la loi de finances. Pareil comme pour ce qu'on appelait avant la décision de non-redevance, qu'on appelle aujourd'hui il y a un nouveau nom qui a été donné, la sensation de conformité. Ce n'est pas une nouvelle charge. On trouve juste un nouveau mécanisme qui va permettre de collecter auprès du maximum des contribuables ce qu'on n'arrivait pas à percevoir, qui était déjà prévu depuis, mais qu'on n'arrivait pas à percevoir. Maintenant, pour revenir sur ma place, c'était pour réagir par rapport à ce que lui là, il a dit. Pour revenir à ma propre conclusion par rapport à ce sujet, je dirais que bon, je ne sais pas si je peux dire, les taxes de l'État, certainement, il y en a eu de nouvelles. C'est comme chaque année, dans une défense, il y a toujours des mesures nouvelles, mais davantage, on veut densifier, on veut optimiser
la collecte de ce qui existe déjà. La vie ne sera pas plus chère en 2024. La vie sera, c'est pas seulement en 2024, la vie est plus chère depuis 2022. Oui, je me projette. Depuis 2022, la vie est chère. L'inflation date de depuis 2022. 2023, chef de l'État même il a repris les efforts qui ont été déployés pour, n'est-ce pas, essayer de relancer l'économie et diminuer, n'est-ce pas, l'impact de la vie chère. La vie chère date de 2022 à travers tout ce que vous pouvez connaître comme l'augmentation du prix du carburant, à travers la levée, à travers l'augmentation des prix des produits alimentaires. Tout cela a contribué à faire qu'il y ait inflation au Cameroun. Et il a situé cette inflation à pratiquement 7,7%, ce qui est très élevé par rapport aux critères de convergence fixés par la CEMAC, qui sont de l'ordre de 3%. Donc il faut comprendre que ce n'est pas un fait nouveau pour 2024. Et justement, il y a mon rôle d'apaiser, de ne pas faire penser que c'est 2024 qui en fait, ça sera toujours ce n'est pas 2024. Le chef de l'État l'a dit. Nous devons continuer à vivre dans la résilience. C'est pas nouveau. C'est ce qu'on fait, on fait depuis. Et c'est ça souvent l'enjeu de mon propos. C'est de dire que c'est pas aujourd'hui que nous souffrons. La difficulté là est depuis. Le gouvernement travaille pour apporter des solutions et c'est ce qui est fait. Je voudrais sortir quand même, vous allez me permettre, pour dire un bonsoir particulier à mon cher frère Valère Bessala, que je n'ai pas revu depuis pratiquement 20 ans. Vous ne pouviez pas causer le reste là après. Non, c'était vrai de le faire de vivre parce que vous pouvez savoir la joie que j'ai de le trouver sur un plateau. C'est un camarade de classe avec qui j'ai fréquenté quelque part à Mbalmayo au séminaire. Et je suis très content de l'avoir devant moi parce que je le suis de très près par la contribution au niveau du Cameroun. Et je suis fier d'être avec sur le même plateau. Merci. D'accord. Bon, une fois que tu as fini la cour, on va revenir au débat qui était le nôtre. Valère Bessala, je ne sais pas si peut-être d'autres ont compris à tort ou à travers le message du président de la République. Il y aura hausse du carburant ou il n'y aura pas, d'après vous? Le langage politique a été donné. Je crois qu'on ne fait pas d'embâche dessus. Je crois que la date c'est février. Je crois limite. Il y aura hausse des carburants. La limite inférieure de l'augmentation c'est février. Et je crois d'ailleurs que le montant du super est connu. Moi, je pense qu'en fait, le sujet de la vie chère est un sujet tout à fait normal de la vie des Camerounais. Et peut-être il vaudrait mieux d'abord savoir pourquoi nous vivons cher au Cameroun. Parce que c'est ça, d'abord, la question pour moi, la question de fond. Institutionnellement, le Cameroun ne vit que des impôts. Il vit des impôts, des droits de douane. Oui, c'est des impôts. Des droits de douane, il vit des dons et il vit des ressources issues du pétrole, notamment la SNH qui assure... Alors, si on prend ces 4 revenus du Cameroun, vous avez bien vu qu'on a exclu toute propension à l'ouverture du sous-sol camerounais, comme c'est le cas par exemple d'autres pays, c'est-à-dire qui exploitent déjà des ressources comme le coltan, le cobalt, l'uranium, et ainsi de suite. Alors comme nous vivons des impôts, ça veut dire que nous vivons en fait des ressources conjoncturelles. Et quand un pays vit des ressources conjoncturelles, il se situe aussi sur le plan économique sur l'aléatoire. C'est-à-dire que notre niveau de vie sera toujours calqué en fait sur la capacité de l'État à collecter. Alors s'il collecte moins, forcément il aura aussi des difficultés à satisfaire les besoins domestiques. S'il collecte plus, il sera peut-être à même d'assumer son ardoise domestique. C'est un jeu simple, j'explique comme ça des règles économiques. Ceux qui sont à la maison qui ont fait économique me comprennent très facilement. Rassurez-vous, vous avez compris de tout le monde. Alors, quand je l'ai dit, je reviens donc sur le fait qu'on ne peut pas s'attendre avec un système comme celui-là à des faveurs. Et qui plus est, lorsqu'on est au Cameroun et que l'on se rend compte que nous fonctionnons avec ces 4 éléments-là, notamment les impôts, la douane, la vente du pétrole, ainsi de suite, on se pose donc des questions. La première, c'est qu'est-ce qui est fait par les gouvernants pour une rationalité ou une rationalisation de la dépense? Parce que c'est ça le véritable problème aussi du Cameroun. Si vous vivez des fonds ou des revenus aléatoires, comme on vient de les citer, alors on doit comprendre que nous soyons aussi un pays qui est assis sur la rigueur de la gestion. Ça veut dire qu'on devrait davantage maximiser sur l'investissement plutôt que sur le fonctionnement. C'est-à-dire que
puisqu'on est assis sur des fonds aléatoires, tout l'argent que nous devons avoir doit, sur l'année, miser sur l'investissement productif, c'est-à-dire qui va nous permettre de multiplier davantage les revenus qui nous permettront de mieux satisfaire les besoins domestiques, ce qui n'est pas fait. De deux, quand on regarde encore le budget de fonctionnement, on va donc se voir que le train de vie de l'État, il ne suit pas en fait le discours de la rigueur, comme l'a dit le président de la République. C'est-à-dire que le même nombre, sinon plus de voitures, des gros cylindrés sera commandé encore. On va encore voir davantage des séminaires, des ateliers que lui-même il a interdit il y a plus d'une dizaine d'années. On va voir des missions fictives toujours. On va voir toujours des fonds noirs quelque part au ministère des Finances avec des lignes que l'on connaît déjà. Tout le monde connaît les chiffres des lignes où tout le monde va puiser avec des seaux ou des bassines. Alors ça devient un peu compliqué. Alors, le Camerounais, c'est la deuxième question, on va donc se poser la question, est-ce que la rigueur, elle est faite uniquement pour un type de Camerounais, c'est-à-dire les Camerounais du bas, et elle ne concerne pas les Camerounais du haut? Alors, je dois donc rentrer peut-être dans une autre analyse, une analyse beaucoup plus stratégico-politique pour dire qu'en fait, ce qui s'en vient sera vraiment très difficile pour le Cameroun parce qu'en fait, l'option qui a été prise par Paul Biya de nous garder sur les lignes de revenus conjoncturels est une option politique. C'est une option politique parce qu'en fait, dans l'analyse, on se rend bien compte qu'il avait compris que s'il se mettait dans les logiques, par exemple, de la RDC, la République démocratique du Congo ou des autres pays qui ont déjà ouvert leur sous-sol, nous serions aujourd'hui en train de travailler pour le COC, c'est-à-dire pour la France. Parce qu'en fait, si nous n'avons pas encore une liberté politique, c'est-à-dire une indépendance politique, nous ne travaillerons que pour le maître dont nous sommes esclaves. Parce qu'en fait, l'esclave n'a pas de liberté en fait. Politiquement, c'est-à-dire il ne décide pas de sa propre personne. Il subit. Il subit. Il travaille pour le maître, c'est l'économie. Travailler, c'est l'économie. Il vit dans la maison du maître, il travaille dans le champ du maître, la récolte appartient au maître, la sueur lui appartient à lui, l'esclave. Donc, il a compris en fait que l'indépendance politique d'abord. Et on comprend qu'il a passé plus d'une trentaine d'années, parce qu'il a commencé en fait à le faire après les années 90, vers la milieu des années 90, à couper les jalons qui nous retenaient encore avec la France. On le comprend très bien. Et s'il avait ouvert le sous-sol camerounais, rassurez-vous, nous aurions peut-être des propriétaires de puits de pétrole au Cameroun, nous aurions des propriétaires de mines, certainement que lui ne serait même plus au pouvoir, puisqu'avec tant d'argent, il aurait déjà chassé. Alors, nous comprenons que c'était un choix, parce qu'on dit la fin justifie les moyens, dit Machiavel. Mais alors, pour le peuple camerounais, les moyens utilisés ne seront justifiés que lorsqu'il aura atteint cet objectif, c'est-à-dire la libération politique. Mais cette libération politique, on imagine qu'elle n'est plus lointaine, mais encore qu'elle est mise à mal par ses propres collaborateurs. Puisqu'en fait, il a décidé dans le programme Sonara 2010 qu'avait engagé M. Motouk, qui avait remplacé en son temps Bernard Reding, qui avait fait plus de 24 ans à ce poste-là. Le Sonara 2010 c'était justement pour nous doter de la deuxième partie de l'usine qui allait nous permettre de raffiner le pétrole lourd. C'est-à-dire de mettre à mal la France qui nous avait trompé, qui avait trompé le président Ahidjo en 1974. Avec la Sonara. Avec la Sonara, c'est-à-dire que de faire de la Sonara tout simplement une caisse de stockage de son pétrole léger qu'ils importent du Nigeria depuis des années et de vendre notre pétrole lourd à l'extérieur, vous comprenez bien la chaîne des rétrocommissions, pour acheter le pétrole léger. Ils ont donc brûlé 500 milliards en fumée à la Sonara, puisqu'on avait commencé, c'était déjà presque à la fin. Ils ont accusé les Ambaboy. Voilà le véritable souci, puisqu'il y a le carburant dans ce thème-là. Nous avons donc ce souci aujourd'hui. Nous avons la centrale à gaz de Kribi, d'ailleurs, je crois que les Russes sont sur l'affaire, et je crois qu'on est aussi en train d'explorer cette affaire-là. Nous avons encore nos ressources qui sont encore pratiquement intactes, pour ceux qui connaissent par exemple la région du Septentrion, quand vous faites la région du Nord, que je connais un peu, avec le département du Fao, Poli et Beka, vous allez voir quand même la végétation, quand vous êtes dans cette zone-là, elle est très pauvre parce que tout ce sol est plein d'uranium et plein de bauxite. Et aussi du pétrole, parce que la même couche pétrolière qui vient du Tchad, dans la zone de Doba, elle suit le Cameroun jusque dans la Damawa. Vous allez donc voir avec l'uranium, la bauxite, vous avez le fer à l'est, l'or et tout ce que vous imaginez, tout est encore pratiquement intact. Alors nous disons ceci, ces années seront difficiles, mais nous nous posons la question, est-ce que Biya pourra tenir? Parce qu'en fait, ceux justement qui savent que c'est désormais sa politique, puisqu'il veut leur ravir la vedette de sa succession, c'est-à-dire en ne leur laissant rien du tout, c'est-à-dire ne pas leur laisser la succession, ils jouent donc sur cette austérité de la vie des Camerounais pour pouvoir lui poser sur la tête tous les malheurs des Camerounais. Et c'est à juste titre, puisqu'en fait, le peuple
où l'élément citoyen du peuple ne juge la politique de ceux qui gouvernent que dans son assiette. Évidemment. Si le peuple ne mange pas bien, s'il n'a pas l'électricité, s'il ne se soigne pas bien, s'il n'a pas l'eau, alors dites-lui tout ce que vous voulez libérer le Cameroun politiquement et tout ce que vous voulez, il ne vous tiendra pas au mot. Alors c'est ça le véritable souci. Est-ce que Biya pourra tenir? Alors la logique est la simple, et moi je pense et je sors par là, elle est tout à fait simple. Moi je suis d'accord. Dans la ligne politique de mon parti, je dis toujours, et je le dis toujours aux jeunes, on n'a rien à foutre avec un vieillard de 90 ans. Notre problème c'est, qu'est-ce qu'il laisse à la postérité? Qu'est-ce qu'il a gâché? Qu'est-ce qu'il a construit qu'on peut continuer? C'est ça notre logique. Et comme nous sommes dans cette logique, on se dit, les Camerounais, moi je leur dis, on n'entrera pas dans les rues. Moi je ne suis pas entré en politique pour amener les enfants dans les rues. Je leur dis, il est en train de partir avec eux tous. Il faut qu'ils s'en aillent avec eux. Puisque notre garantie, c'est le sous-sol camerounais. Rien n'est encore ouvert. Ça veut dire que si Biya s'en va en 2025, alors celui qui viendra, à condition qu'il soit un homme brutal, parce que je veux vraiment que le prochain président soit un homme très violent et très brutal, qu'il ouvre le sous-sol camerounais après que Biya nous ait coupé de la France et qu'en 2-3 ans, peut-être l'émergence qu'on attendait en 2035 nous arrive en 2030. C'est ça la véritable philosophie. Disparaisse de notre vocabulaire. Bien sûr, et qu'il disparaisse vraiment. Et que justement, le petit peuple arrête de serrer la ceinture pendant que ceux qui nous dirigent ont les bretelles. Alors, je sors en disant que la logique de gouvernance au Cameroun est celle de l'austérité. Mais est-ce que l'âge du président lui permettra justement de continuer à contenir le peuple contre ses propres collaborateurs qui veulent utiliser cette logique d'austérité, qui est d'ailleurs normale, contre lui et contre ses intérêts. C'est pour cela que nous pensons qu'il doit frapper. Il faut qu'il frappe, parce qu'en fait, qu'il amène au moins pour le dernier virage, et qu'il lui reste pour ce septennat, je ne sais pas s'il va se représenter, c'est son affaire à lui là-bas, mais pour le dernier virage qui lui reste, c'est-à-dire les 20 mois qui restent de l'année, qu'il puisse frapper, changer son gouvernement et amener de nouvelles énergies qui pourront permettre au peuple d'être au moins un peu plus rassuré sur le fait qu'il veut laisser un véritable héritage et amener 80% avec lui de ceux qui l'accompagnent aujourd'hui et qui l'empêchent de laisser un résultat au peuple camerounais. C'est tout. D'accord. Monsieur le maire, on attache la ceinture, on vit une véritable pauvreté aujourd'hui au Cameroun. Monsieur Vala Bessala trouve que c'est une stratégie qui est mise sur pied par ceux qui entourent le président aussi, pour pousser un peu les uns et les autres à péter un câble, parce que le président, lui, il a décidé de tout bloquer pour permettre de couper un peu les liens avec la France, et que cela utilise un tout petit peu tout cela contre lui, et nous pousse un peu à bout. On souffre quand même déjà assez. Il faut encore tenir le coup en 2024. Je ne sais pas si moi je vais tenir, parce que je fais partie des Camerounais là qui ne respirent plus bien. C'est compliqué, on devient essoufflé là. On a résisté, la résilience, on a dit retrousser les manches, après bien, on a coupé, on a déjà tout arraché, là il n'y a même plus de manches. Qu'est-ce qu'on va faire encore pour tenir le coup? Parce qu'il a raison sur un principe, il va tenir jusqu'à quand? Jusqu'à quand il faudra tenir avec lui pour l'accompagner? Il faut qu'il frappe, et bien frapper la Valère. Et puis qu'on crie qu'il faut qu'il frappe. J'ai su qu'il n'a même pas compris, ça va ceux-là aussi. Madame Gessele, Valère est allé chercher très loin. Dans la stratégie économique, ça c'est la macroéconomie, c'est une très bonne chose. Et là, sur ce point, il a raison. Et lorsque si vous avez écouté le président comme moi le 31 décembre, j'ai dit que pour l'une des rares fois, je l'ai écouté sans être d'accord avec lui, je l'ai compris. Il vous dit clairement que le Cameroun est un ajustement structurel, la preuve. Pour les projets à l'heure actuelle, j'ai instruit qu'on cherche les financements. Ça veut dire que le Cameroun n'a pas assez d'argent pour réaliser ses propres projets. Pratiquement 9 projets sur 10, il vous le dit. Il vous dit, les projets infrastructurels qui auraient pu booster la stratégie économique de 2030 ont échoué. Et chaque veut dire que si on prévoit en 2023 que ça finit en 2024, ça a échoué. Il vous dit que même l'eau, qui devrait régler tout le monde pour Yaoundé, 2023 est différé premier trimestre 2024. Il vous le dit. Lorsqu'il a fini de le dire, je suis d'accord avec Valère, il faut balayer ceux qui ont entraîné cet échec. Et questionner pourquoi ils ont entraîné l'échec. Parce que le président vous a pas dit qu'il nous a manqué l'argent pour les projets actuels. On a investi pour les projets actuels. Parce que pour booster l'économie d'un pays, tel que le président l'a dit il y a 10 ans, transformation structurelle de l'économie, c'est-à-dire passer l'économie de rente. Ça veut dire que l'élève qui travaille pour le maître, ou l'élève qui travaille pour le maître,
il faut s'affranchir de ce colon. Moi, je ne vais pas citer la France, je dis la préférence occidentale. Pourquoi? On a dit colon. On a été colonisé par la préférence occidentale. Non, on n'a pas été colonisé par la France. Il y a une entente entre l'Occident et on a confié certains pays à d'autres. Faut le comprendre. Et après, la France n'a battu personne pour coloniser le Cameroun, c'était une entente. C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Mais j'ai dit, je justifie un peu la pauvreté actuelle. Qui veut que le Cameroun, le président s'est rendu compte qu'en réalité, nous travaillons depuis l'indépendance pour l'Occident. Il s'est dit, quant à faire, on va arrêter de travailler. Mais ça va prendre du temps. Pourquoi on arrête de travailler pour le colon? Il faut développer les infrastructures routières, les infrastructures énergétiques. Il était conscient que la sonnerie qu'il a trouvée n'est pas la bonne. Parce que c'était un truc fait à dessein. Je commence par le carburant. Lorsque vous avez une raffinerie, la première chose, je rappelle que le port est la continuité de la route. On exporte généralement le surplus de la production lorsque la consommation locale a été réglée. Nous avons construit la Sonora pour ne pas fournir le combustible aux Camerounais. C'est la haute trahison. C'est construire une raffinerie, mais qui n'a pas pour vocation de fournir le carburant aux Camerounais. C'est la trahison. Le président s'en rendant compte, il a fait bon Valère, je ne vais pas le suivre dans ce développement. On est même allé jusqu'à mettre en prison celui qui voulait rattraper le vrai programme. C'est-à-dire, il vous dit, M. Edin Amoura a prévu qu'on nous a trompés, mais on va quand même tout faire pour produire, transformer le pétrole camerounais et le vendre au Camerounais. C'est la seule façon de maintenir les prix de façon structurelle à une limite mesurable. Lorsque vous dépendez des autres, le président vous a dit, tous les problèmes qu'on connaît ont des causes pour la plupart exogènes. Il n'a pas tort. Mais endogène à cause de la gouvernance. C'est-à-dire, cet esprit endogène, exogène, a été mis en œuvre par des facteurs endogènes sur le plan de la gouvernance. C'est-à-dire, nous avons construit une raffinerie pour ne pas avoir notre pétrole dans nos voitures. Nous avons fait le cacao pour vendre aux Français. Nous avons fait le café pour vendre aux Anglais. On a tout fait pour vendre aux autres. La première chose à faire, vous savez, madame, il est très facile de vivre comme esclave. C'est trop facile. C'est très beau. L'esclave ne paye pas l'électricité, ne paye pas la nourriture, ne paye pas l'eau. C'est ça qui est facile. Partir de laquelle l'esclave a non émancipé est très difficile. Et c'est cette transition-là qui fait problème aujourd'hui. Personne ne peut comprendre que nous ayons les richesses du sous-sol et qu'un homme, du haut de son expérience, décide de ne pas les exploiter. Personne ne comprend ça. Parce que le président vous dit que la solution ultime pour le carburant, c'est construire une nouvelle raffinerie. Mais on subventionne... Non, mais j'avais en subvention. Ouais. Il vous dit que la solution pour rattraper le déficit budgétaire de demain, c'est l'utilisation parcimoniale de nos mines. Mais ça, c'est pour demain. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Il vous dit entre-temps, continuer à serrer la ceinture. C'est ça la réalité. Mais est-ce qu'il a un autre choix compte tenu de l'émancipation vers laquelle il nous amène? Non, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il vous dit. Le carburant, contrairement à ceux qui pensent qu'il a subi le FMI, lorsque vous subventionnez le prix du carburant à coût de 1000 milliards par an, il vous dit on a fait des efforts pour baisser la subvention qui est passée de 1000 à peu près 640, pas 140. C'est pas la dette. 640, je 640, c'est pas la dette. Le défaut de subvention n'est pas une dette. En fait, on renonce à un impôt qui devrait nous servir. Il vous dit nous n'avons pas de choix que de continuer à baisser la subvention. La subvention permettait de faire quoi? De maintenir le prix à la pompe à ce niveau. Donc, conclusion. Absolument. On va aussi, comme nous n'avons pas de choix, nous avons absolument allé vers l'augmentation du prix à la pompe. Mais il vous dit quand même, et ça c'est le rôle du gouvernement, il ne va pas quand même trop vous étrangler. Et il l'a même dit avant, parce que lorsque le président a dit, moi j'appelle ça la déréglementation, lorsqu'il a instruit aux minés de transférer le problème de marketeurs, de machins d'importateurs, à la CSPS, il vous dit, laissez les gens importer comme ils peuvent quand ils ont de l'argent, mais qu'au niveau de la vente, qui ne dépasse pas un seuil, c'est la limite supérieure. C'était déjà ça. C'est-à-dire que nous allons importer, ceux qui ont de l'argent vont importer, parce qu'en fait, le problème de l'importation du carburant, c'était quoi? C'est que le Cameroun ne produisant pratiquement rien qui rapporte des devises. Vous avez le CFA, mais ça ne peut rien acheter à l'extérieur. Les problèmes de climat, c'est un faire-valoir. La réalité, c'est qu'on manque de devises. Du moins, les gens qu'on avait choisis dans le système
la gouvernance publique nationale, que Valère connaît mieux que moi, n'avait pas les moyens d'importer le carburant. Il vous dit, dégagez-moi ces barrières tarifaires, permettez à ceux qui ont leur argent d'importer le carburant. Mais la seule condition, c'est qu'il y a une limite au niveau de la pompe à ne pas dépasser. Ça, c'est le plan. Le président l'a fait. Maintenant, il prend un autre pan, il vous dit, là je tombe dans son piège, il y a deux façons de faire les impôts. Soit on augmente et on met la pression sur les mêmes, soit on élargit et on a l'impression qu'on laisse ceux qui paient déjà tranquilles et on prend ailleurs. Mais je lui rappelle quand même que sur le principe de la comptabilité publique, on ne taxait pas les indemnités. C'est les primes qu'on taxait. Lorsqu'on en vient à taxer les indemnités, c'est vrai qu'on a élargi l'assiette. On ne taxait pas. Je sais de quoi je parle dans ce domaine-là. On ne taxait pas les indemnités. Lorsqu'on en vient à les taxer, on élargit effectivement l'assiette. Mais lorsque vous taxez les indemnités, ça fait qu'au total, vous grevez, vous prenez quelque chose dans le revenu citoyen, ça va absolument baisser. C'est-à-dire, à la fin, solde là, ça va connaître. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui faisait que le salaire reste à ce niveau? C'est que pendant qu'on taxe le salaire taxable et les primes, les indemnités qui sont en réalité, le logement, l'électricité, le téléphone n'étaient pas taxés. Parce que c'est donné en nature. Aujourd'hui, qu'on va taxer ça, c'est-à-dire on va les évaluer. Vous avez un salaire de 200 000. Si votre logement c'est 20%, on taxe les 20% de 200 000. À la fin, net à percevoir, ça va connaître une baisse, ça va sans dire. Le président est conscient. Je rappelle que dans certains secteurs, notamment le secteur forcé que je connais un peu mieux, il y a eu des augmentations de taxes. Nous avons même menacé de gréver. Mais le président vous dit, on n'a pas d'autre choix. Il maîtrise, il vous dit, c'est moi qui ai dit. Mais l'avenir qu'il vous montre, c'est à terme, si nous avons une bonne Sonara, si nous avons la route, si nous avons l'électricité, c'est le projet qui vous cite. Mais pour les avoir tous, il faut encore aller chercher l'argent ailleurs. Mais à terme, si on les a, et qu'on ajoute à ça à moyen terme le fruit de nos mines, et par conséquent, qu'on baisse le train de vie de l'État, qu'on diminue les détournements de fonds publics, il est possible qu'à l'horizon, moi je peux ramener à 2030 honnêtement, qu'on commence à vivre de notre propre économie, pas d'économie de rente au service du maître. Attendez, oui. Attendez. Donc vous avez la foi qu'avec ceux qui sont installés là, qui agissent, qui travaillent, jusqu'à vous avez une date, 2030 environ. Vous m'avez tué à moi, je vous ai dit. Non, je vous ai totalement suivi. Non, vous dites. L'assurance avec laquelle vous clôturez en disant que vous imaginez quand même que d'ici 2030, ça ira d'après ce qu'il a déjà fait. J'ai fini comme Valère en vous disant, tout ce que le président a décrit, et là je rejoins mon maître, professeur Ngango, il ne peut pas faire du nouveau vin et le mettre dans des vieilles autres. Vous comprenez? Parce que ça veut dire on a compris. Ce qu'il veut faire là et qui met de ne peut pas être fait avec l'instrument de mise en œuvre des politiques publiques actuelles. Ce n'est pas possible parce qu'en réalité, ils ont leurs intérêts ailleurs. Quand je dis ils, ce n'est pas les individus, c'est le système. Si vous avez des gens qui gagnent l'argent lorsqu'on importe le riz, pourquoi? Pour quel intérêt de vous accompagner à produire le riz? Si vous avez des gens qui gagnent plus d'argent à importer le poisson, pourquoi doivent-ils financer la production de poisson? Si vous avez plus de gens qui gagnent l'argent lorsqu'on a importé les meubles, pourquoi doivent-ils accompagner le secteur forestier? C'est autant de choses. Et le président, dans ces conditions-là, moi j'ai dit à l'écouter seulement. Je peux le comprendre sans être d'accord, parce que dans tous les cas, je ne souffre pas autant que les autres Camerounais. Mais lorsque je commence à réfléchir qu'à l'échelle d'une nation, est-ce que moi, aujourd'hui, qui ai dépassé 50 ans, est-ce que je dois commencer à réfléchir que si je ne gagne rien autant qu'on gagne, j'ai dit non. J'ai dit au président, monsieur le président, ce que vous nous promettez là, c'est possible que ça marche, mais il faut changer d'instrument de mise en œuvre de vos politiques publiques. Absolument. Ça ne change pas. Ceux qui sont le problème ne vont pas se muer en solution. Ce n'est pas possible. Parce que la volonté ne suffit pas. Le dessin qu'il fait ne suffit pas. La direction qu'il montre ne suffit pas. Il faut un instrument fort. Blessel vous dit qu'il faut être brutal. Moi, je dis brutal, mais pas violent. Hein? Non, il faut le dire. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Parce qu'à la réalité, lorsqu'on a son âge, même sans son âge, le président doit rester au niveau stratégique, le gouvernement au niveau opérationnel. Mais lorsque vous avez des gens qui au niveau opérationnel sont là pour vous détruire. Ces gens représentent qui? Voilà. Je vais prendre un exemple pour sortir. Ouais. Lorsque vous avez comme privatisé une entreprise sous le coup de l'ajustement, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas assez de moyens pour régler vos problèmes, les gars vous disent que la SONER aurait pu mieux marcher, aurait bien marché. Vous savez qui reprend toutes ces entreprises-là? C'est les mêmes gens qui vous ont conseillé de les privatiser. 10 ans plus, vous vous rendez compte qu'en réalité, comment je peux privatiser seulement le commerce? Je produis l'énergie moi-même.
je transforme l'énergie moi-même. Est-ce que c'est vendre qui est difficile? C'est un marché difficile. Je prends le cas des Néo. Et Néo ne nous sert pratiquement à rien du tout. Et Néo ne produit pas l'énergie. Il ne transforme pas. Il distribue ce qu'on lui donne. Madame Guizé, vous imaginez que j'ai la boutique, je fais un schéma. Non, on a compris. J'achète les marchandises, je mets dedans. Je construis le bâtiment. C'est vendre à Valais Bessela qui me dépasse. On dit que j'ai profité de la vente. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut donc poursuivre ces gens. Les amener à se décrocher vis-à-vis des engagements qu'ils ont pris à l'extérieur pour faire le Cameroun de demain avec de nouvelles personnalités qu'on ne va pas créer. Hein. Il y en a même dans ce système qui ont un autre esprit. Mais pour le moment, j'ai dit au président Valais Bessela, vous ne pouvez pas faire de la réforme avec des gens qui sont ancrés définitivement de façon irréversible dans la trahison. C'est 1 minute. Oui, 1 minute. Juste pour relever que j'insiste pour dire que les mesures concernant l'impôt sur le revenu physique ne sont pas des mesures fondamentalement nouvelles. Elles ont toujours existé, mais on ne collectait pas de façon optimale. Le Premier ministre. Est-ce qu'on taxait les indemnités? L'indemnité, peut-être que vous voulez. C'est oui ou non? Peut-être que vous voulez. C'est oui. Peut-être que vous voulez faire allusion à ceux qui sont dans le bulletin de paye, mais je vous fais comprendre que indemnité, commission, groupe de travail. Non, comme ça, c'est autre chose. Voilà. Indemnité. Or, quand on parle de revenus, on n'a pas dit. C'est tout. Le revenu, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qu'on fait. Je vais vous réconcilier. Bon, je vais vous réconcilier pour qu'on puisse avancer. Je voudrais donner ma pensée sur le sujet. Il ne s'agit pas de penser, c'est la technique, c'est la science. Justement, je parle de la science. Le revenu, c'est l'ensemble des paiements que vous percevez, non? S'il vous plaît, parmi lesquels votre salaire. Je voudrais vous réconcilier. Oui. Lui, il est dans le découpage qu'on fait dans les bulletins. Absolument. Et vous êtes dans la globalité du privé. C'est ça qu'on appelle le revenu. Vous ne comprenez pas. Non. Il a raison, vous avez raison. Il a raison parce que, s'il vous plaît, on s'écoute. On s'écoute pour avancer. On ne cherche pas à avoir raison, mais à s'écouter, à se comprendre. Je dis que lui, il vous dit que dans le découpage des bulletins de paye, dans la structuration du salaire, dans la fonction publique, il y a le produit brut, le salaire brut, et puis il y a les allocations, ceci, cela. Avant, là, on ne taxait que le début, on laissait le reste. Maintenant, on dit qu'on va faire comme on fait pour nous depuis au privé. C'est ce qu'il va dire. Je vous dis donc que c'est qu'on fait la posture du privé. Non. On subit ça depuis. C'est ce qui devait être fait depuis. Ça devait. Oui. Donc vous dites la même chose différemment. Donc l'information est de dire que cela aurait dû être fait depuis. Non, cela aurait. C'est fait désormais. C'est fait désormais. Et également, permettez-moi une seconde, vous m'avez interrompu. Oui, je voudrais dire que je partage l'analyse de Bessala et même de lui, sauf sur le point qui consiste à dire que le chef d'État devrait se débarrasser de tout. Je pense que s'ils reconnaissent comme ils ont fait, comme ils l'ont dit, la politique qui a été menée, c'est bien parce que le chef d'État a été entouré par ces personnes. Ce n'est pas lui seul qui a travaillé pour mettre en œuvre. Non, il a dit qu'on souffre parce que les gens qui l'entourent ne mettent pas en œuvre ce qu'il dit. Non. Ça, c'est leur analyse. Mais vous devez dire que vous êtes d'accord avec leur analyse. Non, mais j'ai dit que, sauf sur un point, lorsqu'ils pensent que le chef de l'État est arrivé à cette conclusion-là seul, c'est pas possible. C'est avec son équipe qu'il est arrivé à cette conclusion. Cette selon laquelle il a protégé le sous-sol camerounais, il se bat pour l'indépendance du pays. Il ne le fait pas tout seul. Il le fait avec son gouvernement. Il doit les garder, quoi. Pas forcément. Mais ce n'est pas parce que c'est eux qui sont les personnes qui ne peuvent pas l'accompagner qu'il faut partir. Il doit partir parce que c'est normal qu'on fait l'État à un moment et puis on passe la main aux autres, c'est tout. Vous voulez aussi rajouter quelque chose? Oui, Rosalie. Je voulais simplement dire à M. Tourné que ça ne sert à rien de chercher absolument à justifier le noir. Parce que tant qu'on est dans le noir, il faut la lumière pour que le noir disparaisse. Et lorsqu'on apporte la lumière, il faut souffrir de savoir que la lumière ne supporte pas le noir. Et la lumière chassera sur le noir. Moi, je suis salarié du secteur privé. Et jusqu'ici, je sais que lorsque je prends mon bulletin de paye, j'ai mon salaire brut. Et puis on enlève, on ne considère pas les indemnités que le représentatif des avantages en nature que la culture me donne, et ce n'est pas taxé, quand on a enlevé ça, c'est ce qui reste qui est taxé pour avoir mon aide à payer. Si aujourd'hui, on doit mettre tout ce que je reçois comme indemnité représentative d'avantages en nature,
pour les taxer. Permettez-moi. Non, je n'ai pas parlé. Bon, ce qui est clair, c'est que lorsque je vais aller au guichet pour prendre mon salaire, il ne sera plus le même. Ce que je touche là, ce ne sera plus la même chose parce qu'on y aura enlevé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous voulez expliquer ça pour pouvoir dire autre chose. Comment s'appelle cette retenue-là? C'est l'impôt sur le revenu. C'est quoi le revenu? Voilà la bonne question, on peut comprendre. C'est quoi le revenu? S'il vous plaît. Je vais vous reconvier. Le revenu n'est pas seulement le salaire. S'il vous plaît, je vais vous reconvier ici pour le discours là. On va discuter sur ce que c'est que le revenu. Oui. Permettez pour l'instant que je fasse parler quelques personnes et qu'on dise un mot sur le dernier sujet, Madame Rosalie. Je suis toujours étonnée d'entendre les défenseurs du feu voir le blanc partout, même quand le rouge est là. Le second sujet a été déjà planifié davantage par nos gouvernants à la révision du SMIC salarial, notamment puisque ce sont les gouvernés qui souffrent de plus en plus. Et pour débloquer cela, je prie les jeunes citoyens camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales et à éviter les tromperies du plan Sardine pour un nouveau Cameroun. C'est Libaski depuis la Guinée équatoriale. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel. La vie plus chère en 2024, ma chère Rosalie. Les gouvernants en place sont inertes. Ils n'ont pas d'opportunité de sortie. Le peuple de cette vie chère, tant qu'il se la coule douce, rien à foutre avec le bas peuple. Valère Bessala. Quelle analyse, chapeau à toi. Une question, dites-nous si vous avez un parti politique. Vous êtes un républicain, merci de ta présence sur le plateau. Bravo à toi Rosalie. Armand depuis Marois Salade. Son parti, c'est Jouvence. Il est le guide du parti Jouvence. Je suis étonné que vous ne sachiez pas, pourtant vous avez l'air de l'aimer. Valère Bessala, c'est Jouvence. Bonsoir Rosalie, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir présenter mes vœux les meilleurs à mon berger, Monsieur Valère Bessala. J'attends qu'il nous donne la conduite à tenir pendant les élections. Et j'aime Kwam, depuis Bafoussam. Je crois que c'est déjà la carte du parti qu'il faut prendre. Allez, on va partir en Italie. Bonsoir, belle dame. Avant de quitter le bled en 2008, toutes mes ceintures étaient effritées à force de les serrer. Le président a dit le 31 que le Cameroun avait les prix les moins chers de nos voisins. Je ne sais pas qui l'a fait mentir comme ça. En tout cas, ce n'est pas son premier mensonge. Vous savez, le baril de pétrole coûte environ 70 €, donc 45 000 francs CFA, ce qui revient à 250 francs CFA le litre sur le marché international. Donc actuellement, ça coûte 720 et 730, presque 500 et plus que le prix d'achat. Voilà les vraies questions à se poser. La subvention dont on parle là tout le temps est une entourloupe. Prix d'achat 250, prix de vente 720 et 730, faites vos calculs. Savez-vous que le diamant et l'or sont exploités au 237 et aurez-vous le revenu que cela nous apporte chaque année? Notre président est français et travaille pour la France comme beaucoup de ses collaborateurs qui sont aussi étrangers. C'est d'abord depuis Ferrara en Italie qui réagit ce soir. Bonsoir Madame la journaliste. Élargir l'assiette fiscale dans l'injustice, ça choque. On veut taxer à l'IRPP des avantages en nature des petits salariés, mais on oublie de taxer une niche très importante, la caisse de souveraineté et les bons d'essence des ministres. Le ministre des Finances ne veut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Le monsieur du RDPC doit suggérer de taxer la caisse de souveraineté des ministres. Voilà la vraie niche des impôts au Cameroun. On va partir au Burkina Faso. Ouais, la reine des beautés. Bonne heureuse année à toi et à ton plateau, madame. Il y a de cela 6 mois, je vous aurais dit qu'en 2024, il y aura augmentation du prix du carburant. Le président vous avait dit que le carburant coûte relativement moins cher au Cameroun par rapport à certains pays voisins. Madame, le litre du Super 91 coûte 750 alors que le Burkina Faso n'est pas producteur de pétrole. Au Mali, c'est 750. Le Mali ne produit pas de pétrole. La bouteille de gaz de 12 kg coûte 6 000. Vraiment, on vous demande de make noise, vous refusez. Voilà, bientôt, vous allez payer le litre à 950. Et si vous sortez protester, on va vous faire ça dur. Excusez-moi, madame, demandez aux revenants si Adam et Ève avaient un nombril. Paul depuis Ouagadougou. Mais bon, voilà. Encore un autre églisien à Pondondo, Bidima et Fadimatou. J'entends déjà monsieur le maître est content dans une rigolade.
Mpako sur des traces de la mama et qui est néant sûrement dans son activité lugubre. Franchement, il a commencé, je crois qu'il arrive en retard. Parler d'exode rural est un problème crucial tant pour nous des zones urbaines, de même que ceux des zones rurales. Quand nous sommes plongés dans un phénomène de mentalité extravertie à se rendre en ville, du fait de l'activité économique prospère différente des zones rurales où la vie est difficile, la pauvreté ambiante, quoi de mieux se détacher du village. Certains vous parlent de la méchanceté des hommes à fragiliser l'évolution des autres. Aujourd'hui, bon nombre de parents, pendant les vacances, peinent à conduire leur progéniture de ce côté-là du fait des conditions d'hygiène difficiles. À moins de 30 km du barrage de Son Loulou, je n'ai pas d'eau ni de lumière pour mettre mes enfants dans de bonnes conditions. Cela me demande beaucoup d'argent quand il faut les conduire au village. Quand je vais me retirer des mondanités, j'y retourne comme le vieux. Les gouvernants sont de très mauvaise foi à nous conduire vers une extrême pauvreté parce qu'ayant émergé dans un système cancérigène dans les détournements. Ne voyant pas de mesures d'accompagnement, comment ferons-nous pour sortir de ce pandémonium avec des salaires de catéchistes sans consommation? C'est vraiment ridicule de vivre cette vie chère. C'est Masok Thomas. Ah non, je ne pourrais pas sauver tout le monde, sorry. 240. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Bonsoir Rosalie, bravo pour tes thématiques aussi instructives, mais que le Seigneur vienne en paix au Cameroun. Vos thématiques sont malheureusement la triste réalité. J'ai pour terminer une question pour Monsieur le maire. Qui est le secrétaire général de l'UPC? Bonsoir maman Rosalie, c'est le goût de l'aventure, c'est le manque d'urbanisme, c'est tout ça qui nous fait quitter nos villages. Pour ce qui est de la vie chère, pourquoi attendre si longtemps pour asphyxier la population? C'est le mauvais fruit de la malgouvernance, c'est tout. On connaît tous ceux qui ont l'argent du pays dans leurs grosses et profondes poches. Que M. Paul Biya convoque les ministres et directeurs comme le président burkinabé et veille sur l'utilisation des sommes récoltées. Ça permettra de ralentir la vitesse d'augmentation des prix des denrées alimentaires. Le pays est sur le point de risquer beaucoup de choses. Soyons prudents. Peu depuis PK12. Allez, on va jouer à notre petit exercice. Pour sortir de cette émission, le temps n'étant plus suffisant, on va se prendre 3 minutes chacun pour parler de cette vie chère. Là, je démarre avec vous, Valère Bessala. Vous avez d'ailleurs entamé le propos dessus tout à l'heure. Cette question de vie chère aujourd'hui au Cameroun, vu ce qui nous attend, vu la perspective qui ne semble pas réduisante, est-ce que finalement on va se dire qu'il est plus que jamais urgent de réduire le train de vie de l'État? Non, je ne crois pas que... ils n'ont pas l'intention de réduire leur train de vie. Non. Je crois plutôt que moi, je préfère la question autrement. Oui. Qu'est-ce que les Camerounais feront pour sanctionner ceux qui ne veulent pas réduire leur train de vie? Je crois que c'est ça la question de fond. Parce qu'ils n'accepteront pas volontairement. Bien sûr, parce que vous n'allez pas dire à quelqu'un qui est devenu tordu dans les mauvaises habitudes de les changer du jour au lendemain. Ce sont déjà des morceaux de bois qui ne peuvent plus devenir des crocodiles ou des poissons dans l'eau. Donc la logique est maintenant, c'est nous autres là, qui sommes censés pêcher dans la mare commune et nationale. Ils nous empêchent d'avoir le poisson dans nos assiettes. On va dire comment on fait pour faire sortir ces morceaux de bois de notre mare. Alors c'est ça le véritable souci. C'est ça le véritable souci. J'ai l'habitude de le dire aux jeunes. Moi, Paul Biya, comme il est parti. Il est parti d'ailleurs. Excusez-moi, je suis dans votre thématique, mais j'ai choisi un parallèle. Ouais. Il a choisi de partir et il joue avec 2 leviers. Biya joue avec le levier de l'hypocrisie, le poltron. C'est-à-dire celui, en fait, qui vous entretient avec des discours, mais qui fait exactement le contraire de ce qu'il vous dit. Donc quand il y a quelques rares discours comme celui de la fois dernière, il y a quelques jours, où vraiment on a senti qu'il a accepté ce que le rédacteur lui a soumis, parce que ça traduisait un peu la réalité. Et il sentait qu'au fil de l'année 2023, les Camerounais ont senti qu'il était déconnecté. Alors il a choisi de parler vraiment des choses de tous les jours, les poubelles, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais tous les discours d'avant vous ont toujours montré que l'homme, il vous dit une chose le 31, et tout le long de l'année, il fait exactement autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ça la poltronnerie. Et pour ceux qui ont été un peu des chefs quelque part, ils savent qu'en fait, un chef, on ne doit pas le lire dans sa trajectoire. Un chef, quand il vous dit c'est à droite, c'est que certainement, il n'a même pas bougé déjà. C'est ça, en fait, soit alors il va à gauche. Et c'est pour ça que je tenais encore à le rappeler qu'en fait, il a fait autre chose. C'est ça la politique internationale. Parce qu'en fait, il a compris qu'il doit partir en coupant ses liens. Un vieillard, il n'a plus rien à perdre. Et partant de cette logique, nous autres les jeunes,
Et je réponds à un de vos téléspectateurs qui me posait la question, quelle est la conduite à tenir? Attendons. On perd quoi à attendre? Puisque Biya, il a 90 piges. Peut-être nous autres, on sera morts si Dieu décide qu'on parte avant lui. Mais ce qui est sûr est qu'il partira quand même. Et que ceux qui auront attendu verront la lumière du soleil. C'est ça le plus important. Plus il vieillit là où il est, plus ceux-là aussi prennent des années sur eux. C'est pour cela qu'ils ne sont pas tranquilles. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais le vieillard, il veut partir avec nous tous. Vous voyez ce qui s'est passé au Gabon. Je prends toujours ce parallèle pour dire aux Camerounais, regardez, la France a compris que si elle laissait le Bongo là, avec ses insuffisances là du fait de ses attaques et sa maladie, quelqu'un d'autre viendrait le nettoyer parce que le peuple avait compris en fait qu'il ne tenait plus le pays. Alors il valait mieux pour la France de vite le nettoyer, de mettre notre pantin qui peut continuer à faire la politique française. C'est la même logique dans laquelle nous nous retrouvons au Cameroun. C'est-à-dire que l'âge du président le rend pratiquement impotent aux yeux des stratèges qui veulent sa place. Et donc ils se disent, il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne nous ravir la vedette en le dégageant. Nous-mêmes, nous devons nous assurer pour le dégager. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, il est notre chèque en blanc pour le prochain régime. Plus il va rester là, nous on ne perd rien. Nous on doit gagner plutôt, pendant qu'il est là, à nous forger une personnalité politique, à nous forger une identité politique, une mobilisation politique. Quelqu'un parlait d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Pour qu'au moment venu, s'il est encore là en 2025, on décide de le sanctionner. Mais on prend les mairies, on prend l'Assemblée nationale, on le laisse avec ses ministres en haut là-bas. C'est-à-dire qu'il a son gouvernement, son ministre, et nous on est dans les assemblées, et puis dans les mairies. On sert le Cameroun au quotidien. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça la vérité particulière. La troisième chose, c'est que comme il s'en va là, il y a travail avec la mort. Faites très attention. Et je dis ça aux jeunes. Moi, je ne peux pas amener les jeunes pour affronter un mec qui a tout reçu des Camerounais. Aucun de nous n'était là quand il faisait les 10 régions du Cameroun. Il entrait dans l'eau, il entrait dans les, je ne sais pas moi, les herbes et tout ça. On lui donnait des tas de choses dans les forêts. Et donc, on ne peut pas venir entrer dans un combat qui ne nous concerne pas. Et en plus, c'est notre avantage qu'il s'en aille comme ça, puisqu'il est déjà âgé. Alors, il travaille avec la mort comment, madame? Regardez très bien comment l'homme y bosse. La crise anglophone, je l'ai toujours dit, elle sera résolue. Sa solution est Yaoundé. Le PAN ne veut pas mourir depuis un bon bout de temps. On soupçonne qu'il veut mourir, mais il ne veut pas mourir. Mais ça retarde les choses. Le président du Sénat non plus ne veut pas mourir. Bon, on apprend des choses quand même. Il y a des sueurs qui coulent quelque part. Mais il attend, tranquillement. Quand ils partiront, il va organiser le jeu de chaises. Et ça va bousculer tout Landerneau. Parce que les Camerounais, du moins les apparatchiks, ont été habitués à ce que l'Assemblée nationale appartient aux nordistes. Maintenant, bon, à l'ouest, le grand Grassfield, c'est le Sénat. Bon, le Conseil... Bon, bref, vous connaissez déjà les répartitions du gâteau national. C'est devenu gênant pour Paul Biya. Ça fait aujourd'hui que les anglophones sont dans leur botte pour dire, en fait, où sommes-nous dans cette répartition du gâteau? Or, la crise ne peut être résolue d'ailleurs en commencement de résolution que lorsqu'ils comprendront que on tient compte de nous aussi, de notre identité, dans le partage de ce qu'eux ont appelé le gâteau national. Donc, Biya aujourd'hui vise la mort. Ça devient un peu compliqué. C'est pour ça que vous voyez par exemple que l'homme a beaucoup changé. Et quand nous on regarde quelques avant, je sors par là, on se rend particulièrement compte que il n'est pas notre problème, madame. Il n'est plus notre problème. Le problème du Cameroun à l'heure actuelle, et pour 2025, c'est nous, les Camerounais, c'est nous, la jeunesse. Si nous continuons toujours pour les jeunes à insulter les autres jeunes qui veulent absolument faire quelque chose et se débrouiller avec les petits moyens qu'ils ont pour conscientiser les autres jeunes, on n'avancera pas. Si le jeune ne comprend pas qu'il faut défendre le jeune là où il est, on n'est pas parfait, on est imparfait, mais nous devons avoir un seul objectif, c'est le changement. Pour qu'au moins celui qui viendra après Paul Biya soit quelqu'un qui tient compte, celui qui a souffert comme vous et moi, madame Guessele, tous ceux qui sont sur ce plateau, qui connaissent la vie du Camerounais au quotidien, parce que c'est de ça qu'il est question. Donc c'est un avantage pour nous que ce monsieur vieillisse avec ces gens-là. Et c'est aussi un avantage qu'ils prennent même encore de l'âge pour que nous continuions toujours à travailler au quotidien. Je sors donc, madame, en disant que la problématique de la vie chère, c'est une bonne problématique pour moi. Parce que moi, ça m'arrange particulièrement. C'est-à-dire que les Camerounais doivent comprendre que la vie chère aujourd'hui, si la vie coûte cher, c'est parce que nous-mêmes aussi, on a laissé ces gens-là. Mais aussi nos parents aujourd'hui, qui ont déjà un peu plus de 50 ans, l'âge de mon grand frère Niek, qui doivent comprendre que c'est eux qui nous ont mis dans ces problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont toujours allés voter ce régime contre du poisson et du pain. Et aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire de leurs enfants. Moi, je vois un mec qui arrive, par exemple, sur un réseau social et qui vient encore insulter le régime actuel, alors qu'il
il a voté pour ce régime pendant plus de 40 ans. Alors il oublie qu'en fait c'est la faute, c'est à lui. Nous les jeunes, nous devons comprendre que nous devons convaincre nos parents de ce que nous prenons notre destin en main. Ouais. Ils ont péché en nous gardant ces gens-là toujours au pouvoir. Ils ont péché en allant toujours voter le poisson et le pain pour toujours se plaindre. Ils n'ont pas le droit de se plaindre, c'est-à-dire les générations supérieures. La seule chose que ces générations peuvent faire pour nous, c'est de nous accompagner, non seulement dans la conscientisation, mais dans la prise en main politique et électorale des lendemains de 2025. Bon, Valère vous a tous tués. On va donc jouer une minute. Il nous a tués en prenant beaucoup plus de temps. Il a pris tout votre temps, en fait. Mais comme c'est pas nous qui mesurons le plateau, on ne doit pas subir. On ne va pas subir ça. Mais c'est pas moi qui veux. Donc on va jouer. C'est vous qui aurez dû l'interrompre. Et on respire. Il est arrivé, ça fait longtemps, je ne l'ai pas eu. On peut le lui accorder quand même. Vous êtes avec moi tout le temps, non? On est d'accord? Bon, non, on va jouer. Non, je sais que tu n'es pas d'accord. Je disais tantôt, le train de vie. Il dit qu'on ne peut rien faire parce qu'ils ne vont pas accepter de baisser. Comment on fait? Il y a possibilité de les y obliger ou finalement, comme on dit, on les laisse dans leur affaire et puis on attend. C'est pas un choix. L'instrument de réduction de train de vie de l'État s'appelle le budget. En le lisant, vous n'avez vu nulle part qu'on a enlevé les avantages de ce gouvernement, de l'État. Nulle part. Vous ne pouvez pas faire un budget normal et dans son exécution, vous tombez dans la brousse. Non. Donc moi, lorsque j'ai lu le budget, je n'ai vu nulle part où on promeut la réduction du train de vie de l'État. Et donc, pour moi, ça ne me concerne pas. Maintenant, je pense qu'il faut plutôt faire attention à ce qui est prévu pour servir le peuple et qui se retrouve ailleurs. En le faisant, on aura capté ce qui va remplir d'autres poches. Et ça, le président, il a dit quelque chose. Il a dit que, je paraphrase, la lutte contre la corruption des fonds publics va connaître, comment l'intitulé appelle dans le passé, une accélération. S'il le fait, au moins, ce qui devrait se retrouver ailleurs va se retrouver en train de servir les Camerounais. Et pour moi, ça me suffit. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que le ministre doit ressembler à la pauvreté, que le chef d'État doit être pauvre. Non. Je pense qu'il représente le Cameroun et qu'il y a un minimum de confort qu'il faut leur concéder. Mais il ne faut pas accepter qu'un homme qui est pris en charge par l'État se mette encore à voler le même État. Ce n'est pas normal. D'accord. Révérend. Oui, Rosalie, est-ce qu'on va se redire? Est-ce qu'on va répéter les mêmes choses que les autres? On va simplement dire que jusqu'à quand est-ce que nous allons continuer de subir? Jusqu'à quand allons-nous rester attentistes? Comme le demande Valère? Oui, comme le demande Valère. Jusqu'à quand allons-nous... Valère vous a prescrit l'attentisme. Jusqu'à quand allons-nous continuer... Jusqu'à quand allons-nous continuer de rêver? Jusqu'à quand allons-nous parler d'espoir? Je disais ici lundi, le désarroi a remplacé l'espoir. Nous n'avons plus d'espoir, nous sommes désespérés. Et lorsqu'on est désespéré, il faut se lever. Donc je pense que si nous voulons continuer à croiser les bras, à serrer la ceinture jusqu'au trou qui n'existe plus, on en a créé déjà peut-être 3, 4 autres, il faut en créer encore un autre, ben, autant mourir. Autant simplement commencer à faire notre dernière prière et attendre la mort. Non, il va falloir résolument que nous puissions nous exprimer, que nous puissions nous lever et que nous puissions revendiquer ce que nous avons le droit. D'accord. Inscription sur liste électorale. Merci Rosalie pour le mot de fin. Je dirais que... Qui t'a dit que tu as le mot de fin? Bon, pas pour le mot de fin avant. Il va faire marcher, allez-y. Je voudrais dire que j'ai partagé son analyse à la fin. Et en même temps, je vais dire que le train de vie de l'État, je sais pas, c'est une imagerie qu'on se fait. C'est à travers le budget, comme on l'a dit, qu'on aborde la politique budgétaire. Et au Cameroun, le régime financier l'a fixé. Le budget de fonctionnement est toujours inférieur au budget d'investissement. Dans un budget, bien sûr, c'est établi. Donc c'est pour ça que je veux dire que même tout ce que les partis d'opposition vous disent là, ils n'inventeront pas la technique de gestion de l'État. Ce sera les mêmes outils. Laissez-moi conclure mon propos. Ce sera les mêmes techniques budgétaires qui existent. Le train de vie de l'État est réglementé. D'ailleurs, la circulaire de l'État le dit, que quand ce budget devra se faire dans le respect de la réduction du train de vie des fonctionnaires. Et même dans le budget, on ne peut pas avoir un niveau de fonctionnement supérieur au d'investissement. Il est carrément dit 40%. Mais dans le constat, quand vous prenez le budget de certains ministres, vous ne vous rendez pas compte que le fonctionnement est supérieur à impossible, c'est impossible. C'est ce qu'on dit dans... On ne dit pas. S'il vous plaît. Vous dites qu'on dit. Si on est là, c'est pour vous éclairer. Non, ne nous éclairez pas. Vous avez l'impression que c'est le cas. Non, on n'a pas l'impression. Je vous dis que... Permettez que je vous dise. Le budget n'est pas une invention, c'est une loi. Et elle a prévu que
40% de fonctionnement, 100% d'investissement. Ça ne va pas être le contraire. Et comme il a dit, on ne va pas avoir un État paupérisé où le gouvernement, ou le membre du gouvernement, je ne sais pas ce que vous voulez. Il faut faire attention à ce que vous voyez et ce qui est la réalité. La réalité est que le registre financier de l'État est tel qu'on ne peut pas fonctionner avec un budget supérieur au budget d'investissement. Le budget a ses principes. Budget de recettes d'investissement. Monsieur le maire, qu'ils prennent un fonctionnement 20%. Investissement. Pour le moment, la loi a prévu 40% de fonctionnement, 100% d'investissement. C'est trop. Bon, si vous jugez que c'est trop, donc d'abord, il faut d'abord comprendre, parce que quand on dit que le gouvernement a un train de vie exagéré, les gens ignorent que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a des règles qui ont été établies. Nous pouvons percevoir quelqu'un qui a une grosse voiture chaque année, et vous comprenez que c'est même pas possible d'avoir chaque année. Puisque quand on a acquis un véhicule, il y a un délai. Il y a un délai prévu par la loi. Il y a des délais pour pouvoir réformer un véhicule. Bien sûr, ce n'est pas les choses qui se font comme ça. Je vais dire, Madame Gessélé, il y a des règles. Les résultats dont il parle est réel, mais les règles peuvent dépasser les 60. Ça, comment? Parce qu'en fait, l'État élabore un budget et commence à chercher les recettes pour l'exécuter. Si vous regardez comment ça se passe, au mois de mai, les 40% sont entièrement exécutés. On commence à chercher les 60% qui quelquefois n'arrivent pas. Et résultat des courses à la fin, les 40% sont supérieurs à ce qu'on a consenti pour l'investissement qui était préalablement de 60%. C'est ça la réalité budgétaire. Donc le problème, bien sûr, que si tout au moins les 60% partaient effectivement l'investissement, on rapporterait mieux. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Le temps imparti à ce programme est largement dépassé. Mais je vous remercie d'avoir été là. Merci Valère Bessala. Une fois de plus, bon retour à la maison. Qui vous remercie. C'était accueilli avec beaucoup de plaisir. J'espère t'avoir très vite encore. Merci Révérend Emmanuel Parco. Merci Monsieur le maire Toundé. Merci à Monsieur le maire. Nous qui venons ici à cause de vous appeler quoi? Merci Ismaël. Merci Fernand. Je vous laisse en compagnie d'Amouni Loga pour le journal en anglais. Bon sur le programme sur nos antennes. Au revoir. Au revoir.